Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Coupé. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, je suis avec toi, Colin, qui est là-bas dans le fond, Bonsoir tout le monde. avec du coup Sylvain. Bonsoir à toutes et à Et tous. et moi-même, Anthony, on va vous parler de quelques films de sortie de la semaine. On va revenir sur certains films qui sont encore à l'affiche et que certains d'entre vous ont rattrapé. Et on va terminer par un tout petit peu de patrimoine, mais pas énormément de films de patrimoine cette semaine. Et si on démarrait par un film qui va être nominé aux Oscars avec de nombreuses Et qui a déjà des prix des Golden nominations Globes. et qui s'appelle Hamnet. Oui, Hamnet, donc du coup, qui est une adaptation d'un livre qui est sorti qui est écrit du coup par je ne sais plus qui, mais c'est une histoire fictionnelle qui raconte un petit peu la création de Hamlet par William Shakespeare. Ouais, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans le film, tu peux longtemps pas savoir faire le lien tout de suite et Ouais. c'est ça qui est plutôt bien amené. Mm. Après, je pense que dans le titre, genre tu dis ça ressemble. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que moi, tu vois, j'ai très peu eu d'infos sur le scénario, donc moi, je me suis attendu à ce que ça soit une adaptation d'Hamlet. Ah, Et du coup, c'est pas ça le film. donc t'as été surpris par le Mais film en mais positif? mais il y a quand même un lien fort. Oui, de ouf, complètement. Mais du coup, le film, c'est réalisé par Chloé Zhao, qui ressort Qui avait après, fait Les Éternels. qui avait fait Nomadland, qui avait fait. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas sorti. Le film est produit par Sam Mendes et par Steven Spielberg. Et du coup, on suit une On histoire suit d'abord d'amour sa entre. femme, en fait, voilà, qui s'appelle Agnès Hathaway. Oui, joué par Jessie Jessie Buckley, Buckley, ouais, qui a remporté le actrice Golden irlandaise. Globes pour sa prestation dans le film lors de la dernière cérémonie des récompenses. Et ben en tout cas, moi, ce que je peux remarquer, c'est que vu que j'évoquais un peu Les Éternels, c'est que c'est bien qu'elle soit repartie sur ce genre de cinéma, Même si en vrai, parce qu'on voit la différence, quoi. clairement, parce qu'après, on ressent du coup la patte très le cahier des charges qu'elle avait dû faire avec Marvel, mais on sentait c'était différent. C'était un peu impacté. Moi, je garde un peu dans mon cœur Les Éternels, même s'il y a quand même beaucoup de mauvais dedans. Bah moi, ce que je trouve peut-être intéressant, c'est peut-être que là, dans Hamnet, c'est peut-être un poil plus grosse production quand même Que du que du Nomadland. Nomadland, hein. Ouais. Mais ça reste, enfin, ça reste beaucoup plus écrit, on va dire, dans quelque chose de plus cohérent dans l'ensemble. C'est une adaptation. De toute façon, donc il y avait quand même un matériau de base qui était présent, et c'est plutôt une adaptation qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a quand même des Complètement, éléments de oui. mise en scène qui sont bien mis en place pour que on suive l'histoire. Il y a, il y a plusieurs parties dans le film avec, on voit pas tant que ça, c'est pas très centré sur William Shakespeare justement, Non, du c'est tout. plutôt centré sur sa femme. Le film commence sur Jessie Buckley qui récupère son faucon. Qui est dans la forêt, couché, Ah oui, à en train côté d'un trou, complètement recroquevillé. Et même, il y a ce côté un peu, après, qu'on comprendra la suite du film. Quelle est cette grotte, quel est ce trou un petit peu Oui. dans sa vie. En bref, le film est très marquant. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Je vais pas Oui, alors mentir, j'ai pleuré au moins 4 ou 5 ça, fois. c'est alors soit tu rentres et tu es bouleversé, soit tu rentres pas et tu trouves que c'est tire-larmes, hein. Ouais. Mais d'ailleurs, même, je revois un peu les critiques en regardant le film est un peu scindé en deux. Et je suis plutôt dans la team à avoir beaucoup adoré ce film. Alors moi, ce que je voudrais pointer, c'est vendu un petit peu comme, un film, voilà, qui va nous dire comment l'origine d'Hamlet, et si on repense à des films, passés justement qui ont abordé ce sujet, et moi c'était une crainte en voyant le film. Si on pense par exemple à des films comme, Shakespeare in Love qui date des années 90, où c'était la genèse, de Roméo et Juliette, Mmh. où le parti pris du film, c'était voilà, Shakespeare était en panne, d'écriture, il a rencontré une femme, et ce qu'il va vivre avec cette femme, sa rencontre va lui inspirer, la pièce, et Mmh. donc avec des scènes fictives qui reprennent des situations de la pièce, avec des dialogues beaucoup plus modernes, et après on voyait la pièce, comment il écrivait, et donc en fait c'était à la fois, je trouve, il y avait un côté presque pédagogique, rentrer avec des dialogues plus contemporains, des situations plus faciles à aborder que la pièce, mais à la fois, sous le point de vue de la création, de l'imaginaire, comment un artiste justement crée. Il y avait comme l'idée derrière que, en fait, les artistes s'inspirent de ce qu'ils ont vécu au quotidien. Oui.
Et il y a d'autres films, en France, il y avait eu Molière de Laurent Tirard avec Romain Duris, Oui. qui alors là pousse encore plus. C'était Molière avant qu'il commence à écrire. On le voyait un peu se balader en France, rencontrer des personnes et en fait, les personnes qu'il rencontrait, c'était en fait: «Ah bah tiens, là, c'était Lucchini qui jouait l'avare, tiens, là, c'est telle personne qui jouait le beau gentilhomme». Donc en fait, pareil, voilà, qu'un artiste, en fait, ne s'inspire plus dans le réel comme ça sans plus. Il y a aussi, bah, Edmond, de je ne sais plus qui Oui, repris oui, l'histoire de Quentin Augustin avec oui, lui, ah oui, oui, là, qui Alexandre de prenait aussi Bergerac. ça aussi et pour revenir plus sur Shakespeare, il y a eu, c'était un film de Roland Emmerich. Donc là, c'est un autre aspect sur le fait de nier que les artistes sont imaginaires, peuvent tout créer. C'est reprenait une théorie limite complotiste qu'en fait, que Shakespeare n'était pas l'auteur des pièces, c'était un aristo anglais et donc voilà, qu'il avait servi de prête-nom. Mais il y a la même, il y a un discours, complotiste qui sert sur Molière, qu'en fait, Bien sûr. c'était un prête-nom pour Racine. Voilà. Et donc moi, j'y allais ce film en craignant ça et je trouve qu'en fait, il évite complètement ces écueils-là. Puisque d'une part, le film est centré vraiment sur sa femme, Oui. son rapport à la nature, son image un peu de sorcière, il y a une dimension fantastique Et même toutes et ses relations, son passé aussi qui est très trouble, oui, avec l'histoire de sa mère, une et histoire de cetera. sorcière et donc en fait, ce qui va servir vraiment à Hamlet, qui est dans la dernière partie sans rigoler, c'est des choses on sent ce n'est pas en fait qu'il va puiser des choses de sa vie, c'est plutôt que en fait, comment suite à des événements douloureux, comment il va utiliser ça pour en faire autre chose et Oui. donc en fait, c'est complètement transformé, sublimé. Mmh. Avec la limite qu'en fait, c'est assez éloigné et alors que dans la première partie, on voit par exemple justement thème de sorcière, thème de jumeaux qui sont des thèmes assez présents dans les œuvres de Shakespeare et dans certains films, je me rappelle pas les titres et donc finalement ces thèmes-là, Mmh. finalement sont pas présents. Donc, en tout cas, je trouve une des qualités, c'est qu'il évite ces écueils-là sur la création et je sais que Michel Simon, le directeur de Positif, quand il était encore masqué à la plume, voilà, il critiquait toujours des œuvres, voilà, qui niaient la capacité des auteurs à complètement imaginer des choses. Alors oui, ils peuvent s'inspirer un peu de vie, mais ça va être un patchwork, ça va être des choses, voilà, pris de différents éléments. C'est pas simplement: «Là, j'ai vécu des choses, je vais les transposer». Là, c'est vraiment en réaction à des événements, comment arriver à essayer de surmonter ça. Puis même, je trouve qu'il y a une, fascination comment, on s'attache aux personnages. Je trouve même les enfants jouent très bien Oui, ah oui, oui, ça c'est et très vraiment touchant. je repense même à des séquences où ils sont tous ensemble en famille et cetera. Alors comment Oui, c'est c'est fait oui, pour je joue une amener petite du pièce de coup ce qui théâtre arrive presque. directement ça. Ouais, c'est ça qui est très mignonne Ouais. et cetera, ça m'a beaucoup touché et non, je trouve qu'on s'attache quand même très rapidement aux personnages et je trouve, ça a une facilité de narration. Il y a vraiment une facilité à être emporté, dans l'histoire, puis la musique de Max Richter qui reste même très sympa. Bon après utiliser vraiment son thème le plus connu à la fin, Avec toujours c'est soit tu rentres dans le genre de musique et tu es bouleversé, soit tu trouves que c'est tire-larme et mmh, du bah, ouais. Moi j'aurais peut-être une réserve, c'est que la première partie qui est vraiment très centrée sur sa femme, oui, il y a beaucoup d'éléments qui sont développés et je trouve qu'ils sont pas peu exploité sur la fin, en fait. Il y a des éléments ouais, visuels je sans vois. dire voilà, qui ont complètement leur sens visuellement sur la fin, mais je comprends pas là qu'on passe autant de temps avec, sa femme, ce qui Mmh. pourrait être un sujet en soi sur les femmes à l'époque du théâtre élisabéthain, mais et puis avec aussi la référence à des épidémies, la peste, sans dire Tout ça, plus. ouais. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont finalement pas abordés. Ce que je disais en particulier sur le thème de la sorcière ou le thème des jumeaux, finalement, c'est pas ça pourrait faire des liens avec le de Shakespeare, mais ça ne sert pas. Donc il y a des choses que je ne sais pas donner du sens. Peut-être que j'y ai pas trouvé. Bah, c'est peut-être aussi moi je trouve que c'est justement ça qui est intéressant, c'est le fait que on n'est pas forcément à faire le lien, directement avec, l'histoire de Shakespeare, donc Hamlet et justement le titre du film c'est Hamnet et c'est ça pour moi qui est un peu la clé du point d'ancrage, qui, permet de montrer de tout le développement qu'il y a avant, qui aboutit peut-être à ce que William Shakespeare fasse sa première pièce, mais qui est plus là pour se concentrer sur qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qui est l'amont de ça. Enfin, en tout cas, qui est sa Oui, pardon, qui est une de ses pièces, mais excusez-moi. là, peut-être dans l'adaptation, on voit il travaille, il donne des cours, de latin, pour pour la famille dont son père lui devait de l'argent et cetera,
Il règle un peu les comptes de sa famille et Oui, cetera. Il et est alors vraiment très ça, c'est rejeté. En vrai, les 2 sont rejetés de leur famille, c'est un peu des marginaux par rapport à chez eux. mais ça aussi, c'est toujours sur le mythe, toi, de Shakespeare que, toi, qui serait pas pu être l'auteur de ces pièces. Là, c'est présenté simplement, c'est un prof Mmh. de latin, donc il a eu une culture et même son père lui reproche d'être très cultivé et que ça lui serve à Ouais. rien. Et c'est montré au début, voilà, quand il rencontre justement sa femme, elle lui dit: «Raconte-moi une histoire» et voilà, il Ouais, raconte le mythe d'Orphée et oui, c'est Eurydice vrai. et c'est extrêmement émouvant, c'est Mmh. extrêmement touchant et tu sens que voilà, il a il a la culture pour, voilà Et et ça puis demande qu'à être, travaillé et on le voit travailler, écrire, souffrir, voilà que c'est mmh, il y a du boulot, c'est pas je pique dans la vie ou je suis un génie. Que voilà, il y a non, une complexité et je trouve voilà sur le qu'est-ce qu'est la création? Voilà, je trouve que là, c'est quand même, vraiment là, ils évitent tous les elle évite tous les écueils, Clouseau. mais non, en vrai, je trouve ça vraiment génial. Mais après, tu as toute la séquence où il est un petit peu en rogne et cetera il se met un peu à s'énerver, à écrire. Toute la part quand le moment où de son inspiration pour le très célèbre monologue, «Être, ne pas être, telle est la question» et cetera, c'est assez beau. Puis après, j'avais envie de le non, tu te je fais un pas de côté frérot. Mais non, pour moi, c'est mon premier gros coup de cœur en vrai de cette année. Malgré que j'ai eu un coup de cœur que j'ai vu avant, mais il sortira plus tard et je crois il sort dans 2 semaines, donc j'en C'est reparlerai c'est sans c'est quoi le titre du film? À pied d'œuvre de OK, Valérie Donzelli, que j'ai OK. beaucoup aimé. Oui, qui effectivement sort, en février. Il sort le Donc ça 4 se je fait crois, peut-être ouais. la semaine prochaine, Ouais, effectivement. mais j'en reparlerai du coup la semaine prochaine, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, bref. Du coup voilà, ça va être dur de le détrôner, pour les tops, mais il sera déjà bien placé, je pense, Bah, pour moi. déjà, étant donné que vu sa sélection en plus aux Oscars, qui risque de faire en sorte qu'il soit encore, bien qu'il reste un moment, à mon avis, à l'affiche. En plus de ça, ça va le rendre populaire en plus, quoi. Et peut-être aussi alors, peut-être que c'est une explication en fait que voilà, que je trouve que la première partie est assez longue, centrée sur la femme, mais c'est vrai que visuellement, elle est très rapprochée de la forêt, mais elle est en rouge, donc il y a un contraste très fort. Shakespeare, lui, il est habillé en gris-bleu, donc dans la forêt, ça passe à peu près, mais dans la ville, on le voit en fait, bah, il est complètement fondu dedans et c'est peut-être justement ces contrastes à la fois, ils sont chacun dans leur milieu, mais lui se fond complètement, elle pas du tout Mmh. et je sais pas justement ce contraste-là, j'arrive pas à y donner plus de sens en fait. Bah, je ne sais Est-ce que c'est justement dire voilà, ils sont opposés, ils ont chacun leur univers? Je sais pas si s'il y a un discours sur les relations mmh, hommes-femmes, sur le genre. je Je sais pas. Là, c'est une partie que moi, je pense que mon interprétation je sais pas là, c'est serait que, bah, étant donné que le personnage de Paul Mescal, il est un petit peu, bah, il est fondu dans la ville et cetera, donc il n'a pas encore trouvé ses marques, parce qu'à la fin, alors quand la qu'elle, séquence elle déjà. elle est Donc déjà elle peut elle est déjà achetée et contraster. cetera, alors que et même à la fin, ça se voit parce que, bah, du coup, il est maquillé comme un fantôme, quand il joue, Hamlet. À Attends, la toute fin, sans spoiler, il joue un du coup, d'où le personnage oui, qui joue plus tard dans la pièce de théâtre, on voit du coup où il ressort ouais, sur la scène. Déjà qu'il y a une représentation du coup, bah, du, William Shakespeare Theatre qui est à Londres. C'était exactement le même. théâtre du Ils ont Globe. reconstruit, pièce par pièce et je trouve ça bien. Mais après, ou peut-être ils ont eu la chance de pouvoir, tourner là-dedans. Ce qui ne m'étonnerait pas, je pense. Ah, il y a du fond vert, hein. Oui, OK. Il y a beaucoup de fond sur tous les acteurs, il y a pas Mmh. il y a il y a pas tant de Et la personnes. reconstruction et cetera, ouais. Mais après, tu as toute la partie extérieure et cetera, on voit que Oui, c'est retravaillé. Mais même toutes les séquences qui sont sur les docks ou à la mer, je trouve ça oui. bien. Mais même la séquence d'animation, qu'on voit l'arrivée de la peste, et Oui, cetera, c'est vrai. c'est hyper bien travaillé. Il y a Moi, ça m'a fait penser à Guillermo del Toro, l'ouverture du deuxième Hellboy ou son Pinocchio que j'ai pas vu, oui. mais voilà. Mais peut-être que je colle des choses qui sont pas liées au Moi, la film. chose en animation m'a fait beaucoup penser à une animation de Michel Oslo aussi, je sais pas. Oui, tu as raison, oui, c'est peut-être plus proche de ça, oui, oui, Mmh. mais à la fois, ouais, dans les Hellboy, il y a cité, voilà, de clair-obscur, voilà, Oui, de théâtre d'ombre, voilà. mais je pense que ça fait plus je l'ai pas vu, mais je pense que ça doit faire aussi, pas mal penser à Mais il ça, y a un ouais. côté fantastique, en Ouais, fait et c'est vrai que c'est peut-être un fil rouge du film parce que qu'on la voit tout de il me suite dans semble. la nature, le rapport à son faucon, d'histoires de fantômes, de l'autre Mmh. monde, la scène avec ses 2 jumeaux, Oui. on sait qu'il a eu des jumeaux et que en dire plus? Mmh. Voilà. Ouais, je suis assez
je comprends ton je veux dire, si on rentre dedans, voilà, Oui. on peut être bouleversé, la musique, on peut peut-être si tu rentres pas dedans, franchement, C'est tu compliqué. trouves que c'est tire-larme et que c'est très long. Mais en plus, je crois que la photographie a été faite par celui qui avait fait la photographie de Cold War et de, The Zone of Interest. Je trouve que son travail sur le grand angle, en tout cas, est très bien. Il prend énormément de recul sur, les séquences des personnages et quand il doit vraiment aller dans l'intimité, que ce soit, lors de leur première rencontre entre Agnès et William ou bien, plus tard dans leur relation et cetera, ou filmer les enfants, ça vient. Puis même, oui, le truc de jumeaux, le fait que la première séquence où on voit les 2 jumeaux, ils s'échangent pour faire une surprise à leurs parents et cetera, il y a trop de choses il y a trop de choses révélateurs et cetera. Le film est très, très bien écrit et voilà. Eh ben, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Oui? Ce que tu disais qu'au début, qu'on ne sait pas vraiment est-ce que ça va être, adaptation d'Hamlet ou même sur Shakespeare. En fait, heu, Agnès, on l'entend bien nommé. Lui, au début, on l'entend appeler Will, mais on ne sait pas que c'est Shakespeare. Ouais, C'est vraiment que ça quand reste il tout ça. commence à aller faire du théâtre, c'est vraiment en fait, le film est assez avancé où on entend son nom, en Ouais. fait. Vous cherchez ah, William, Quasiment vers la dernière partie c'est du le film, frère d'ailleurs. de Agnès joué par, Joe Alwyn, qu'on avait vu dans The Brutalist, par exemple. Mais moi, je trouve que c'est vraiment bien de pas savoir. Ouais, Désolé pour les gens qui nous écoutent, mais moi, le fait que je savais juste que Hamlet, ça ressemblait à Hamlet et que ça me suffisait pour rentrer dans le film. Et le fait que je puisse croire que ça soit pas sur lui, c'était intéressant. Bon, après, tu sais, quand il s'appelle Will, ça saute un peu aux yeux, mais voilà. Mais le fait de pas trop savoir, ça peut être, ça apporte quelque chose. Voilà. Donc, je sais pas si vous vouliez encore dire un truc sur le non, moi film. je vous recommande chaudement d'aller le voir parce que ça reste pour moi une des en tout cas, sorties importantes de ce premier mois de 2026. Eh ben, c'est très bien. Et on va passer au film suivant, qui a aussi une adaptation. Oui. Donc, c'est une adaptation donc d'un roman. De Giuliano Diampoli, qui est Bravo. c'était un conseiller, politique, ouais, en Italie, et il est prof à Sciences Po, je crois. Enfin, ou dans une fac parisienne. Voilà, enfin bon, c'est un franco il est italien, mais voilà, il est parfaitement francophone. Donc c'est adapté de son roman Le Mage du Kremlin, qu'il a en fait écrit après avoir fait un essai qui s'appelle Les Ingénieurs du chaos, qui est sur, voilà, toutes des personnes, qui, voilà, dans des pays, soit complètement autoritaires, soit pas très libéraux, on va dire, voilà, et c'est justement de manipuler l'opinion. Donc en l'Allemagne de Kremlin, c'est en fait sur un conseiller, alors là, c'est inspiré d'un conseiller réel. Là, Mm. dans le roman et dans le film, ça s'appelle Qui est Vadim encore, qui est Nabornov. encore d'activité en plus, le Oui, oui, que conseiller réel. celui qui l'a inspiré, je ne rappelle pas son nom, est toujours en activité, voilà. Et donc, qui, en fait, est un conseiller de Poutine qui a participé à son accession au pouvoir. Depuis la chute de l'URSS globalement. Oui, 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 voilà, bah, après quand Elstine était, en très mauvais état, on le voit dans le film. De santé notamment. Là, oui, Voilà, c'est vrai que le film insiste beaucoup sur ça, voilà. mais à tel point où dans la mise en scène, on va carrément faire quelque chose avec une chaise. Oui, Je vous oui, laisse mais non, imaginer ce qu'on peut faire, c'est assez fou. mais c'est authentique, ça. Mais c'est authentique. Mais c'est authentique, c'est ça. Oui, donc ouais, il y a une reconstitution qui est assez... Une reconstitution d'une reconstitution en plus. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, il y a quelques moments, je trouve, dans le film comme ça, qui ont des petites fulgurances comme ça. Qui arrive à pointer. On voit qu'on est dans qu'on est dans un film et pas un téléfilm, justement, par ces Ouais. moments-là. Mais il y a des grands moments où je trouve il y a énormément de passages qui sont pas très travaillés, qui ont vraiment un Bah, problème de genre. C'est pour ça que je disais entre du téléfilm et du film, parce qu'il y a ces passages-là où je trouve qu'il y a pas mal de passages où on a une platitude, un chant contre chant, après, et c'est contrasté par d'autres moments qui sont forts. Et moi, j'ai vraiment ce problème-là, c'est que malgré tout, je trouve que le personnage de Paul Dano, qui est plutôt un bon acteur, hein, c'est pas ça le problème, mais dans le film, il a pas la matière, ou en tout cas, il y a la mise en scène qui va pas, mais qui fait que je le sens jamais vraiment incarner quelque chose qui a une importance forte, quoi. Je le sens jamais non plus troublé pour dire qu'il est troublé lui-même. Je trouve que ça fait très artificiel malgré tout et que la relation qu'il a en dehors, du coup, ne
dysfonctionne aussi dans la manière dont elle est amenée dans le film, ce qui fait que ben, j'ai du mal à m'intéresser en fait au personnage et je trouve pas que que la mise en scène est suffisamment travaillée pour nous faire ressentir quelque chose qui nous ancre vraiment dans le film, qui nous fait D'accord. comprendre vraiment les enjeux, qui nous fait comprendre vraiment ce qu'il apporte, enfin bref, tout ça, je le trouve très, très en surface, quoi. Limite, il y a un autre personnage qui fait un peu la rencontre entre le personnage de Paul Dano, donc qui est le mage, et Poutine, Qui est un des oligarques, lui qui voilà. existe réellement, Et ce qui est vraiment fort. personnage, je trouve qu'il a plus de personnalité dans le film, qu'il est mieux travaillé que celui de Paul Dano. Alors moi, j'ai lu le roman juste avant. Alors globalement, c'est extrêmement fidèle. Il y a eu des adaptations, le fait que c'est pas un universitaire américain, c'est un journaliste français. Le roman est écrit en français. Et le personnage, en fait, quasiment la seule femme du film, Xenia, qui est la compagne justement Tout à fait. du conseiller, qui a été retravaillée par rapport au roman, qui est beaucoup plus humaine. Elle est vraiment présentée comme une Ah fille oui, donc est-ce que ça d'héritier. aurait pu être Elle est présentée comme une fille d'héritier qui ne travaille pas, qui méprise le travail, les gens qui travaillent, qui a de l'argent et ça ne pose pas de problème, sa seule motivation, c'est de pas s'ennuyer, qui jette les gens comme ça. Mais oui, mais c'est d'ailleurs, Ouais. Et c'est finalement, ce pas. qui est le plus marquant dans le film, c'est quasiment tout le début. Tout ce Oui, passage-là, alors où ils sont très ensemble, où il y a l'autre oligarque, justement, oui, alors le début, justement, avant qu'arrive Poutine, c'est là où il y a le plus d'écart par rapport au roman, c'est que la scène d'introduction de Xenia, c'est dommage, c'est là où où la mise en scène marche le mieux. ça, c'est pas dans le roman. Et quand on voit le théâtre voilà, ultra contemporain qu'il fait, ça c'est vraiment pas du tout présent dans le roman. C'est évoqué, mais c'est pas du tout incarné comme ça. Parce que moi, je me suis dit, voilà, on fait une grosse intro au film, on fait une grosse intro, on fait une grosse intro, puis il y a Poutine qui arrive. Je me suis dit, on est encore dans l'intro, on est encore. Puis après, le film se termine et puis t'es dans l'intro, quoi. Non, t'es plus dans l'intro. Enfin, il y a quelque chose qui se passe quand même, mais t'as l'impression que le film est une intro, quoi. J'ai vraiment du mal et que ça se met en place sans vraiment rentrer dans le sujet, alors que ça balaie des moments de l'histoire importants en plus. Enfin, sauf que ça, à aucun moment, quand ça va parler des événements, bah, notamment le sous-marin, Oui. la révolution orange en Ukraine, ça va montrer ces événements-là. En tout cas, ça va les évoquer dans le film, mais je trouve que ça les travaille pas vraiment. C'est-à-dire que déjà, ça nous les situe pas vraiment. Donc, si on les comprend Ah pas oui, de oui, base, c'est difficile de rattraper le coup. C'est passionnant en plus l'histoire du sous-marin, c'est passionnant, c'est passionnant le sujet, pas forcément ce qui s'est passé. C'est quand même un élément historique important qui a donné beaucoup de méfiance envers Poutine, notamment quand il était au pouvoir, de par les Russes. Et cet élément-là dans le film, je trouve qu'il est très balayé quoi, par rapport à toute la mise en scène qui aurait pu être pour donner plus d'ampleur à ça, quoi. Alors, il y a à peine plus de choses dans le roman, en fait, sur l'aspect du sous-marin. Moi, J'ai raté ma blague, je vais dire, ils auraient pu refaire la scène du sous-marin comme dans Mission Impossible, mais bon, ça marque un peu voilà, bah, dans non, le parce que dernier. là, Poutine s'en fout, en fait. Ouais, Il sait qu'ils il sont était pas morts, dedans. il se doute qu'ils sont déjà morts, donc il n'y a rien à faire. Euh, Mais oui, mais justement, c'est Oui. tout le problème de la mise en scène, de l'adaptation. Oui. Quand on est dans une adaptation, je pense, enfin en tout cas c'est mon point de vue, on est dans le médium cinéma, on n'est pas dans le médium roman, donc Oui. il y a quand même un travail d'adaptation à faire. Oui. Et je Mais trouve que je sais pas si dans le roman il peut être, on peut être très fidèle à un roman et pourtant pas arriver à faire une bonne adaptation. Alors, c'est fidèle sur vraiment les dialogues, toutes les situations, la chronologie. Il y a sur la première partie qui est beaucoup plus longue, c'est à peu près un tiers du roman avant que Poutine arrive, où là, oui, il y a son grand-père, son père, là, c'est vraiment coupé et il y a sa place, la place avec la scène d'apparition de Xenia, le théâtre, le théâtre contemporain. Mais c'est vrai que là, sur le point que je suivrai, c'est déjà dans le roman. Comment ça se fait qu'il va, avec cet oligarque, rencontrer Poutine? Pourquoi Poutine va lui faire confiance alors qu'il n'a pas d'expérience en politique? Ouais, tout à fait. Ça, Et ce qui est balayé en plus dans le film, c'est que il passe de le fonctionnaire bah, il passe. classique qui a quand même un passé dans les services du KGB notamment, Oui, ah bah etc. oui, non, mais c'est tout à fait à la fin. On l'évoque plus qu'autre chose d'ailleurs. Et
tout d'un coup, ça devient la majeure physique politique et on nous fait jamais cette transition. Alors ça, c'est déjà un défaut qui est présent dans le roman, même si voilà, tu as un peu plus de détails, mais non. Enfin, tu vois tu sais que c'est quelqu'un de très cultivé, toute une bibliothèque. Et là, il y a un rapport à la culture française qui a forcément dû être sapé en passant par une version internationale en anglais. Mais c'est vrai que ça. Mais par contre, il y a des scènes, je trouve, qui sont beaucoup plus explicites visuellement que dans le roman. La rencontre, par exemple, avec Prigogine. La rencontre avec justement tous les mouvements, les les skinheads, tous les gens complètement barrés comme ça, d'opposition. Dans le roman, tu as une suite comme ça et là, en fait, dans le film, quand tu les vois, quand tu vois, en fait, le patchwork que c'est, je veux dire, là, je trouve tu te rends compte que c'est vrai, ils ont été chercher des soutiens de partout et c'est assez ridicule, c'est même presque comique et même un plan où tu vois Poutine sur une sorte de sidecar avec un drapeau, russe, voilà, c'est complètement donc voilà et pareil la Oui, mais scène encore avec une fois, oui, de c'est par la beaucoup mise en ouais, scène, je trouve bah, que c ça a du mal à nous faire, à nous montrer ben, ce ouais, décalage, justement. Ça nous le montre, mais de la façon dont ça nous le montre, on a du mal à prendre voilà. plus conscience que ça. On a plus l'impression de voir que on balaie un fait historique, C on montre quelque chose qui est effectivement, qui a un sujet qui peut être passionnant si c'est justement bien amené, mais qui n'est pas amené d'une façon où on en prend vraiment oui, une mais conscience pareil alors enfin, mais qui pareil fait ah oui, c'est quand même ça qui s'est passé, quoi. Après, aussi, c'est peut-être que si on rapporte à l'époque actuelle, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à voir à quel point ça peut être exubérant, je sais pas. ah bah oui, non mais ça la Russie des années 90, c'est vraiment le déchaînement du capitalisme, les oligarques et là, c'est ce qu'on voit avec, un oligarque justement qui tourne autour de Xenia et alors là, c'est assez surprenant. C'est le seul des personnages, à part le mage de Kremlin, dont le nom est changé. Dans le roman, c'est le vrai nom du personnage. C'est un oligarque qui existe toujours, qui par contre est dissident. On peut trouver des interviews de Lou, il dit tout le mal qu'il pense de Poutine. Mais oui, bah, disons que voilà, moi, j'entends bien tes éléments, tes remarques. Je suis entièrement d'accord sur le fait pourquoi lui, il prend ce pouvoir, il a ce pouvoir-là. C'est pas explicite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup comme d'éléments qui sont pas. Enfin, je suppose que l'auteur suppose que tu connais le Kursk, Prigogine, Mhm. savoir qui c'est. Je veux dire, dans le film, c'est encore moins clair. On ne sait pas quand il apparaît. Si tu ne sais Ouais, pas tout que à c'est fait. Prigogine, avec l'affaire Matrol, franchement, tu te prends C'est ça. un film qui est fait pour les gens qui connaissent déjà un peu, mais est-ce que ça Ouais. va le temps leur apporter? Parce que finalement, l'influence du mage du Kremlin dans le film, elle est pas, on met pas, on montre pas grand-chose dessus. Et je sais même pas pourquoi il s'appelle comme ça le film vu ce qui se passe, tu vois. Donc, je trouve pas que je trouve qu'il est trop effacé le personnage de Paul Dano. Donc, si Ouais. dans le bouquin c'est pareil, je comprends pas pourquoi. J'ai vraiment du mal à comprendre son apport plus que ça, quoi. Bah, c'est vraiment, toi, c'est sur Est-ce que des c'est juste sur le démarrage et auquel cas on le comprend? Mais après, par la suite, enfin bah, vraiment, si, bah, tu vois, sur le s en fait, le personnage est assez ambivalent. À la fois dans le roman, je trouve plus, même que dans le film, son rapport à Poutine et ce qui contraste, je pense, avec le vrai conseiller inspiré qui, lui, est toujours actif. Parce que la fin, comment ça finit, à la fois dans le roman et dans le film, c'est pas la même chose, la toute fin OK. et c'est pas non plus la fin par rapport au conseiller, réel qui, lui, est toujours en poste et même, je crois, il est vice-président. Donc, ouais, mais j'entends bien tes remarques, mais à la fois je trouve que le film compense des choses, est beaucoup plus explicite, sur le discours, sur le pouvoir qui est pas simple du tout dans le roman, parce que le personnage est très ambivalent. Il y a beaucoup de questionnements, on sent qu'il est pas clé son rapport à Poutine est très ambigu. Je trouve dans le film, voilà, il est c'est beau le questionnement est beaucoup plus par, en fait, le personnage de Xenia dans le film, alors que c'est pas le cas dans le roman. C'est mais quand même, je trouve que le film, sur le fait que c'est un pouvoir extrêmement masculin, c'est assez indirect dans le roman. Là, je veux dire, il y a pas mal de plans. Le plan où il y a Prigogine, quand tu les vois, ils sont tous les mecs à table avec les serveurs derrière, tu vois vraiment que c'est un gang c'est un gang de mafieux, que de mecs. Voilà, là, il y a ce plan-là et le plan aussi sur l'affaire Matrol où tu vois que c'est sûr, si tu sais pas, que Prigogine, c'est lui qui dirigeait Wagner et qui en même temps qui est un ancien cuistot, voilà, proche de Poutine, qui est venu au pouvoir justement par son réseau qu'il a construit quand il était, adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. Voilà, c'est vrai que tout ça est pas
dit dans Puis le même, film. je pensais à une remarque, aussi que fait le personnage d'Ongle Mage, dans le film à un Oui, moment donné envers justement un des motards, oui. nationalistes. À un moment donné, il lui fait comprendre que c'est un pion, mais la manière dont il le dit, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Je trouve que D'accord. c'est vraiment, la mise en scène n'est pas à la hauteur de ce qui se passe, quoi. Ah Il bah y là, a c'est exactement ces dialogues-là, hein, dans le roman. D'accord, et ben écoute, Voilà. dans la mise en scène, vu qu'on comprend pas trop le background et que Ouais. on passe trop vite dessus, Ah oui, ben non, ça mais marche pas. bah, je pense qu'il y a aussi, tu as une scène où ils sont en voiture, qu'il y en a une femme qui sort, qui est malade. On ne sait pas qui c'est cette femme. Dans le roman, c'est dit, et ça dit des choses sur l'oligarque. Et alors, ça va. Je pense que c'est pas un roman qui est très long, il fait 300 pages, mais c'est quand même très dense. C'est sûr que beaucoup de dialogues. Et je trouve qu'il y a peu de choses visuelles dans le roman qui, je trouve, voilà, qui sont beaucoup plus claires une fois que c'est visualisé. Par exemple, le climat de bah, toutes les attaques sur Moscou, les explosions ou les voitures qui explosent, tu vois, ce trafic-là, ou la scène quand il va soutenir les militaires en Tchétchénie, c'est très court dans le roman. Ou la scène à l'ONU, pareil, voilà, je trouve en un plan, ça dit beaucoup plus que chose, alors que c'est dans le roman, tu as 2-3 pages. Ok. Je trouve, voilà. Il y a des choses qui sont beaucoup plus, je trouve, qui rendent le roman beaucoup plus clair, qui est un roman qui est assez touffu quand même. Mais du coup, en termes d'adaptation, celui-là, le film précédent de Olivia Assayas, Oui, c'était Hors du temps avec Vincent Macaigne, où c'était, je l'ai «Oh pas mon vu. Dieu, je suis dans ma petite maison, en plein Covid et oh, j'ai un grand jardin et cetera et ouin ouin, je peux pas faire grand-chose». Mais sinon, après, il avait quand même réadapté aussi, bah, du coup, son film, Irma Vep, mais en série Ah, non avec, plus. toujours, Vincent Macaigne, mais il y avait également aussi Alicia Vikander qu'on retrouve, du coup, dans Le Mage du Kremlin. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression moi, j'avais beaucoup aimé la série parce que, ben, je trouve que l'adapter à ce format-là, ça marchait vraiment très bien et puis même, il connaissait déjà le matériel de base parce qu'il avait lui-même, bah, réalisé Irma Vep. Mais j'ai l'impression que là, c'est un petit peu une pente descendante, même si c'est Olivia Hors du temps, c'était vraiment nul. Mais ça m'a l'air d'être quand même un peu mieux, Le Mage du Kremlin. J'avais entendu de bonnes critiques quand on était passé à Venise, Après, si comme en prestation des acteurs, Jude Law en Poutine, je trouve qu'il rend bien son côté assez froid et effrayant. Non, mais en fait, Voilà. encore une fois, c'est pas tant le problème des acteurs. Pour moi, Ouais, c'est plus des ouais, problèmes de mise en scène et de principalement, quoi. ouais. Principalement ça. Bah, je dis, c'est vraiment des choses qui sont déjà dans le matériau de base, mais je trouve que il y a certaines choses qui étaient vraiment du dialogue, qui sont vraiment, alors c'est peut-être purement illustratif, mais au moins c'est transcrit en images et beaucoup plus parlant. Bon. Voilà. Mais j'entends bien ce que tu me dis et je pense pas que c'est peut-être le meilleur film politique qu'on Oui, ait vu. sur l'aspect politique, si on cherche un truc dans l'aspect politique, il y a pas grand-chose finalement, malheureusement. Il y a des Malheureusement. documentaires sur Arte qui étaient beaucoup plus clairs sur les oligarques. Eh ben, allez regarder des documentaires sur Arte. Bah, ils sont plus disponibles. Voilà, non, moi, c'est cet été, ils avaient une série sur les oligarques de Poutine, qui franchement, où tu les voyais tous ces oligarques qui sont dans le film. Vraiment celui qui fait le lien avec Poutine et puis celui qui est avec, Xenia, qui est un personnage complètement fictif. Franchement, où là, tu vois toute la complexité, vraiment du personnage. Eh ben, moi, je propose à ce qu'on passe au film suivant, qui est un film français, donc si, qui s'appelle Grand Ciel et qui se passe en France aussi. En fait, ça raconte l'histoire d'un nouveau ouvrier de chantier qui va rejoindre la construction d'un immeuble qui s'appelle Grand Ciel. Enfin, en tout cas, Et c'est dans un ensemble qui s'appelle Grand Ciel. Ouvrier qui est joué par qui vient de Damien dire Bonnard. voilà, qui est sur l'affiche, ouais. Tout à fait, et il va se retrouver dans la même équipe alors, il faut que je retrouve les noms des acteurs, parce que moi j'ai toujours du mal avec les noms d'acteurs, mais qui se retrouve avec un personnage joué par Samir Ghesmi, qui jouait dans Animal Totem, au passage, qui, Qui est un acteur qui vient plutôt de la comédie, je trouve. qui est un acteur en tout cas dans Animal Totem, ouais, c'était un peu plus dans la comédie, mais un peu satirique, un peu particulière, un peu criante. Là, on est dans un film qui est, comme ils disent que c'est un thriller dramatique, ça rentre aussi, il y a un petit côté fantastique dans le film, on va dire.
Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il va être vite appelé à aller au 6e sous-sol. Donc, on voit d'ailleurs dans le film qu'il y a un ascenseur qui permet d'accéder à ce 6e sous-sol et du coup, il y a toute une ambiance parce que, tu vois, on va dans les C'est profondeurs, descente aux enfers. donc on voit le problème et en fait, il se trouve qu'il y a un problème et ils doivent recouler une dalle, dans le sous-sol parce que, ben, il y a en gros un truc qui se passe avec le béton qui fait qu'il se craquelle et vu qu'il se craquelle, ben, ça peut menacer la structure de l'immeuble, donc il faut qu'il recoule la dalle Il y a de la poussière? et il y a de la poussière, voilà. Donc Ah vous oui, c'est top. imaginez un peu ce qui peut se passer? Ah, comme dans le comment c'était ce film raté avec Cécile de France, sorti en septembre? Ouais, Dalloway. Ouais, il y a de la poudre qui tombe, et elle pense qu'on Ah bah, moi l'empoisonne, je trouve que alors que c'est le bâtiment qui est pourri. je trouve que justement là où Dalloway, ben, ça a aucun sens. Dans ce film-là, on va explorer un peu par l'ambiance, plus par l'ambiance qu'autre chose. D'accord. Et avant d'arriver ben, dans quelque chose d'un peu plus fantastique, mais en tout cas, on pose d'abord l'ambiance pas mal, et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a, il y a dans les ouvriers, il y a aussi il y a aussi des ouvriers sans papier, donc ça aborde aussi un peu ce D'accord. sujet-là. Et il se trouve qu'à un moment donné, donc suite à la première journée qu'il fait dans ce sous-sol, et ben, ils ont oublié la disqueuse, donc il y a l'ouvrier sans papier qui descend la chercher. On voyait qu'il toussait un peu avant, plutôt dans la journée. Et il va descendre la chercher, et en fait, on va jamais revoir l'ouvrier. D'accord. Et donc le film va prendre un peu une autre dimension, qui va partir sur un côté un peu plus même syndicaliste par le personnage de Samir Ghesmi justement qui va dire: «On protège les collègues, donc on va essayer de comprendre d'où il vient», mais en même temps les flics, est-ce qu'ils voudront ils voudront pas, ils pourront pas intervenir parce que c'est un sans-papier, donc il y a vraiment cette question-là qui est posée. Donc en fait, il y a vraiment une thématique du film qui est assez large, qui va sur le fait d'être ouvrier, qui va sur qu'est-ce qui se passe dans les accidents de chantier, qu'est-ce qui se passe là dans la disparition de quelqu'un, le rapport qu'il y a avec quelqu'un qui est sans papier, etc. Et le film, peut-être ce qu'on pourra regretter dans l'ensemble, c'est que il a tendance à plus laisser ouvert un peu ses interprétations, globalement. Donc sur la fin du film, il faut bien imaginer que c'est assez ouvert malgré tout. Je vais pas rentrer non plus bien sûr dans le je vais pas vous spoiler la dernière partie du film bien sûr, mais en tout cas, on a ce côté d'ouvert on n'aura pas forcément les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser dans le film, vraiment. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même un travail sur l'ambiance qui est plutôt bien fait, même si le fait que ça referme pas assez certains sujets me semble un peu dommage. Parce que je pense que ça aurait fait un film qui aurait pu être un peu plus efficace dans ce qu'il veut faire. Et voilà, je sais pas si la personne qui réalise, donc c'est Akihiro Hata, donc, C'est un cinéaste, il est que je ne connais asiatique pas. ou Donc, français? Parce il est peut-être français parce que du coup, parce que Damien Bonnard, déjà, il a tourné dans le dernier film de Kiyoshi Kurosawa, ou c'est l'avant-dernier, je sais pas. Non, c'est le dernier. C'est le dernier, là. Akihiro Hata, Ouais. c'est un acteur Parce que là, c'est qu'un casting français, francophone. en tout cas, Ouais. Akihiro Hata est acteur-réalisateur. Dans quel film il a été? Il y avait un. Alors, dans filmographie, il y a marqué Grand Ciel, Santa Maria Kyoto. Je sais pas s'il est acteur ou réalisateur. Le visage à la chasse, je sais pas. C'est donc moi je connais pas du tout en tant que réal ni en tant qu'acteur. Donc c'est quelqu'un qui est visiblement fait la Fémis quand même. Donc qui a l'air d'avoir plutôt des études en France. Donc je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est quand même une proposition qui a quand même un peu d'intérêt, mais qui ne sera pas clairement un film qui est très grand. J'aime bien quand même ce qu'il essaie de proposer. Je trouve que il n'y a pas le bon, comment dire, ça va pas assez loin. C'est pas assez. Il manque quelque chose dans le film, je trouve. Voilà, D'accord. globalement.
C'est voilà ce que je voulais dire globalement sur le film. Mais c'est pas un premier film, c'est son 12e, je Je crois. sais même pas. Je Je crois sais que c'est même je pas crois si je crois pas que c'est son premier film, je crois pas que c'est un premier. je saurais pas. J'ai du mal à trouver des informations, hein, pour être tout à fait honnête. Heu, donc c'est pas impossible que ça soit un premier film, mais en tout cas, il était présent à la Mostra visiblement. Deuxième film, OK. Ah, Si prem alors on nous dit dans c'est le premier long, OK. d'accord, c'est un premier long Alors métrage. c'est premier long métrage, il y a Julien dans le chat qui nous dit, que c'est le premier long métrage. Ben bonjour d'ailleurs au passage. Et ben voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur le film. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire de plus. Et je pense qu'on va passer au film suivant, si ça vous va. Eh ben allons-y. On va passer au film suivant, bah, qui est un film québécois, Amour Apocalypse. Donc je connais bien sûr pas le nom des acteurs, mais ça raconte l'histoire. Patrick Yvon et Mehdi Colin et Piper Parabo. Ah oui, c'est Donc pas canadienne, mais pas c'est une ca- québécoise. c'est au Canada qui s'est produit en Ouais. tout cas. Oui, C'est- mais le nom que tu dis, c'est pas une francophone, hein. Ah oui, il y a pas, oui, il y a pas, il y a du francophone et du non francophone dans le film. Ouais, parce que le film est vendu comme un film comme une précédente comédie québécoise, Simple comme Sylvain, Ouais, ben chrétienne. pour moi c'est assez différent Ouais, ouais, non, mais encore. c'est vraiment vendu comme ça. Et c'est fait par Anne Aymon, pour info, D'accord, donc il y a aucun acte, pas qui avait d'acteur, fait actrice, l'université de réalisation. Québec à Montréal, donc elle est plutôt au Québec, ça va. Euh, c'est pas son premier film, comme disait Colin. Et dans le chat, euh, alors ça parle encore de l'ancien film, je crois, avec, avec Bonnard, avec le fait qu'il était architecte, avec Jacques Balibar. J'ai pas plus d'infos, n'hésite pas à nous dire. Euh, donc Amour Apocalypse. Oui, vas-y. Sixième. Donc, Amour Apocalypse, c'est un film dans lequel, en fait, on va se retrouver avec le personnage d'Adam, qui, en fait, a un peu fait de la dépression globalement. Et pour résoudre tous ses problèmes, il va souscrire enfin, à un appareil, en gros, qui lui permet de faire de la luminothérapie. Et cet appareil, du coup, il va le commander en ligne et il va avoir un problème. Donc, il va appeler l'assistance. Il va avoir un problème parce qu'il l'a fait tomber, enfin bref, peu importe. Et du coup, il va appeler l'assistance pour ça et il va avoir, grâce à ça, des discussions avec la standardiste. Il va commencer à tisser une sorte de lien avec la standardiste et le film, il va poursuivre globalement ça. Le film, en fait, il a un aspect dans sa première partie où ça rentre vraiment dans cette relation-là, dans le fait de, on sait même pas si c'est une relation de passage ou pas, et s'ils vont, voilà. Et justement, par la suite, ils vont se rencontrer. Donc, on va vraiment être dans cet aspect-là, mais ils vont se rencontrer d'une manière un peu particulière. Je vais pas dire trop de trucs dessus. Euh, et le film va avoir encore une autre partie après cette rencontre qui coupe encore avec. Il va encore se terminer dans quelque chose d'assez intéressant et c'est dans un truc un peu plus, comment dire, un peu plus, qui peut évoquer le titre du film, justement, D'accord. le côté apocalypse. Moi, j'ai vu ce film qui était présent donc à la quinzaine, lors des rattrapages à la quinzaine suite à Cannes. Je trouvais qu'il y avait quand même plein de petits trucs qui marchent bien dans le film par rapport à tout un tas d'autres films que j'ai vus de la quinzaine, sur la construction, sur le fait d'avoir un scénario qui arrive à remettre un truc autour, parce qu'il s'est vendu comme une sorte de comédie romantique. Ah oui, oui, oui. Mais il y a quand même un côté un peu dramatique derrière. C'est pas seulement de la comédie romantique. Il y a toujours cette petite note d'humour qu'on peut retrouver dans certains films. Je pensais pas nécessairement à Simple comme Sylvain, qui a aussi des notes d'humour un peu Oui. particulières. Mais je pensais à des films comme, alors je sais plus comment ils s'appellent, quand ils se croient qu'ils sont sur Mars là. Ah oui, oui.
Oui, oui, moi je pense à un autre film, comédie aussi, québécois, amoureux, ça Ça s'appelle m'a enfin, évoqué ça je par moment, mais mais ouais, je vois le film, qui est sorti il y a 2 3 ans, ouais, en salle, en été, en plus, en plein mois d'août voilà, mais ça et m'a rien que pour le évoqué ciné-cinéma, ouais. une ambiance. Alors, je sais pas pour quelle raison, ça m'évoquait un peu ça. Peut-être parce que c'est aussi un autre film québécois, je sais Ouais, pas. Mais en tout cas, je me suis dit, ah, il y a quand même un écho qui se fait avec je ce vais film. essayer de le retrouver. Sachant qu'il a deux titres, il me semble, il a un titre un peu bizarre. Je crois que c'était pendant ce temps sur... Non, c'est pas pendant ce temps sur Mars, un truc Non, comme non, ça. non, là tu penses à Pendant son temps sur Terre, qui était un film français, qui est différent. Quoi? On dirait On la dirait planète Mars, merci. Qui a un autre nom d'ailleurs en anglais, il me semble, qui n'a rien à voir. Qui est le nom de la mission. Mais bon, bref. De Stéphane Lafleur, ouais, très bien. Bon, bah, bref, moi je trouvais que ce film est d'ailleurs qui est super. Euh, mais en attendant, par rapport à Amour Apocalypse, bah, je trouve que oui, c'est un petit film qui a quand même, qui moi, m'a fonctionné avec moi. Et c'est, voilà, donc le film, c'était par rapport à Mars, et ben le titre anglais c'est Viking, donc ça n'a rien à voir, quoi. Parce que c'est l'opération Viking, mais bref, Ah ouais. donc voilà, bref, je trouve que Apocalypse, c'est un film qui n'est pas un grand film, qui fonctionne quand même, qui moi, ça fonctionne avec moi, mais que je suis pas sûr que ça soit un film qui va énormément marcher parce que ben, c'est pas forcément un film très grand public. Il faut quand même rentrer un peu dans l'aspect sans trouver que c'est peut-être un peu trop surfait par moment. Mais moi, je trouve que ça marche bien et je peux encourager, si vous savez pas quoi voir, Mais, c'est- mais ben, bon, ça peut donc être c'est pas mal. pas une comédie romantique, c'est pas du feel good movies. Il y a, Il y a des aspects. il y a par moment, il y a ça, Ouais. mais je trouve que c'est plus dans la part. Il y a plus un côté dramatique dans le fond, mais il y a beaucoup de comédies qui partent sur un fond dramatique, Oui, donc oui, du coup bah. c'est un peu compliqué, mais oui, je trouve que le genre est plus élaboré que juste comédie romantique. Et- Parce qu'il est vraiment vendu comme ça, et pour Ah moi oui, vraiment. il va dans d'autres, il explore d'autres choses. Voilà, donc à voir. Ok. Euh, et, et on va repasser Que à un j'ai pas film dont vu. on a déjà un peu parlé, qui s'appelle Palestine 36. Oui, de Anne-Marie, Jassir, bah, c'est le tout premier film de 2000, que j'ai vu cette année, parce que je l'avais vu en avant-première il y a 3 ou 4 semaines, aux Lumières Terreau, en De quoi présence ça de parle? Bastien et de Margot, que j'embrasse fort. Ça parle plutôt de l'époque de la Palestine, au début du XXe siècle, quand il y avait l'occupation. Non, c'est 36, c'est 1936. Donc au début du XXe siècle, oui. Ah oui, pardon. Mhm. Fatigué. Ouais, première moitié du XXe siècle, pendant l'occupation britannique et française. Certes, la France était aussi un des pays colonisateurs de la Palestine. Ils en parlent un peu dans le film, mais c'est plutôt le Royaume-Uni Oui. qui a été beaucoup plus installé. Et on va voir aussi toute la... La France, c'est au nord, hein, pour le Ok, coup. plus au nord. Bah, c'est la Syrie, quoi. Mm. Ouais. Et le Liban, oui, et Oui. la Syrie, tout à fait. Mais du coup, on va retrouver t'as à la fois l'arrivée des Anglais qui arrivent sur cette période-là, et toute la partie des Palestiniens, etc., qui ont essayé de se révolter, de contrer la colonisation anglaise. En vrai, moi j'ai trouvé ça un film à la fois très passionnant pour son ancrage historique, ses décors et tout le travail qui a été fait derrière, mais il souffre de problèmes d'écriture, de montage surtout. Bah, en fait, il y a plusieurs trucs où il y a des situations, tu te dis, ah, ils vont quand même pas aller là-dedans s'ils y vont. Vas-y, bon. Et en fait, il y a plusieurs moments où tu peux voir ce qui va se passer. Mais je Et pense. où c'est trop écrit dans cet aspect-là, et c'est un peu dommage, mais par contre, je trouve qu'il y a quand même un vrai sujet de fond qui est Mm. intéressant dans le film. Mais pour moi, le film a à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts que le film sur les suffragettes qui est sorti il y a 10 ans. Donc, dont vous en avez déjà reparlé dans la rétrospective Meryl Streep avec Vincent l'été dernier. Mais du coup, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, je trouve. Je pense que. Et puis, il anticipe aussi, le film anticipe aussi quelque chose qui s'est passé après-guerre, Ouais. notamment la montée du sionisme proposé par le L'Angleterre. Royaume-Uni, en Mm. l'occurrence.
et c'était quelque chose du coup qui a été abandonné à avant-guerre et qui a été repris que dans 48, comme on connaît. Mais sinon, en tout cas, en termes de parler du film, le film, du coup, a été, réalisé par Anne-Marie Jacert, qui est une réalisatrice palestinienne. Il avait réalisé, je crois, Le sel de la terre ou, OK, c'était ça me dit un quelque petit chose. film, indépendant qui était sorti il y a une dizaine d'années, qui avait fait quand même pas mal le tour des festivals. Le film avait commencé à être tourné en Palestine avant, du coup, ce qui se passe actuellement. Et du coup, ils ont terminé le tourn ils avaient d'abord, reconstruit le village et toutes les séquences-là, mais du coup, peu de temps après, il y a eu ce qui se passe actuellement. OK. Et donc ils ont tout retourné en Jordanie et après, ils ont quand même pu retourner, je crois, une des dernières séquences à la fin, là-bas, en Palestine. Je trouve ça assez touchant d'un point de vue héritage et puis même, elle s'amuse en termes de mise en scène. À un moment, il y a une sorte d'attaque de train. On se croirait dans un western, Bah, on voit qu'on est dans l'époque oh, de avant-guerre, c'est quoi. ça Mais et par contre, on n'a pas du tout cette ambiance comme on a pu avoir en Europe où on voyait la montée du fascisme. On n'est pas dans ça. On ouais, est vraiment dans le côté très impérialiste anglais. c'est ça, mais Euh, complètement l'arrivée de la et on voit radio, pas la menace ailleurs. La menace n'est pas le nazisme quand qui est arrivé. oui. C'est pas ça la menace à ce moment-là. Mais après oui, on voit qui sont les gentils, qui sont les méchants, c'est quand même très caricatural. Oui, oui, bah, il y a ce côté, en fait, ouais, je trouvais que ça avait un côté un peu comme un film indien, tu vois. Les Peut-être, films indiens qui ont tendance à voir un peu, à avoir une rétrospective pas forcément très positive de ce qui s'est oui. passé avec l'Empire britannique. Bah, on voit un peu la même chose du point de Je vue vois ce que tu veux palestinien. dire, ouais. Ouais. Et même, il y a ce côté un petit peu, pas grandiloquent, mais qui est plus, ouais, on n'a pas trop l'habitude, même si le film reste quand même pas très actuel, mais en termes de mise en scène. En vrai, c'est un film moderne, qui est anti-occidental, mais qui est tourné d'une façon d'un film, occidental. Ah oui, tout à fait, mais Et je trouve ça après, assez drôle ce sans pourtant, contre-pied, sans pour de autant mise en être scène. du tout dans un truc américain. Ouais, de On n'est ouf. pas dans ça non plus. Mais parfois, il y avait des séquences où j'avais l'impression d'être dans Indiana Jones ou des trucs comme ça, Ah et oui, bah moi je cetera, trouve ouais. pas justement que ça va à ce niveau-là. Je Ouais, trouve qu'il y a quand même un écart qui est plus auteur, on va dire, que oui, ça. Mais il y a un côté. Moi justement, ça m'évoque limite plus du cinéma proche de l'indien par ouais, moment que du cinéma américain. C'est marrant, mais. Le film, c'est c'est à la fois intéressant par rapport à l'époque qui est pas forcément très connue, qu'on connaît pas forcément cette qui est époque très peu de médiatisé, et simple. cetera. Enfin, finalement, c'est le moment où l'Empire britannique s'effondrait sur à cet endroit-là. Oui, on C'est la s'attend fin de l'Empire, justement. parce que la fin des colonies en Inde, c'était en quelle année, les révolutions en Inde, Attends, c'était Ah, c'est pas l'Inde, là. oui, Mais... oui, l'Inde, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, la fin des empires coloniaux, ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça oui. se fait essentiellement après. Mais on voit qu'on arrive à la fin aussi, parce qu'on voit les Anglais être un peu dépassés par la situation aussi, et avoir du mal à faire le lien avec, avec les peuples qui colonisent finalement. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est les restes de l'Empire ottoman complètement démontés après la Seconde Guerre mondiale, voilà, pris par les pays vainqueurs, la France, la Grande-Bretagne, ont pris ça à l'Allemagne. Je ne sais pas s'il y avait l'Italie qui était présente. Non, c'est plus en Italie, c'est plus en Afrique. Oui, on est dans l'entre-deux-guerres de l'empire coloniaux encore présent. oui, même l'effondrement de l'empire colonial français aussi, quand il y a eu la révolution, La guerre d'Algérie, c'est la guerre après. d'Algérie, et cetera, ouais, c'est dans les années 60, il me semble. Ouais, Donc du coup, c'est bien après la Seconde Guerre mondiale, ouais. tout à fait. Tu sais, en France, dès les années 30, il y avait des expositions coloniales à Paris. Oui. Donc, tu vois, en 36, moins de 5 ans avant, alors, voilà, la France veut qu'il y ait un empire colonial. Voilà, Oui, on voit c'était qu'on est, complètement. Et que c'était assumé, pas de problème. Voilà. on voit qu'on est ouais, complètement dans la colonie dans le film, mais on voit aussi le virage, quoi. On voit Ouais. ce qui se passe, on voit qu'on n'est pas dans un moment qui est en phase de colonisation, on voit qu'on s'est Oui. bien installé et que justement on voit les problèmes que ça coûte parce que les populations existent. Et là, le film, ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que ça traite finalement pas mal aussi de l'expropriation, le fait qu'ils se fassent Complètement. que c'est quand même leur
leur terre. À la base, ils ont vécu tout le temps là-bas et on demande à des gens qui ont pas forcément les moyens de, racheter leur terre Mmh. finalement alors qu'ils peuvent pas quoi, Ah, sous le peine de les vendre à d'autres, pour moins cher. c'est au début, je crois, et leur première menace, c'est vraiment, «Bonjour, vous pouvez prendre des mesures, de vos terres et cetera pour délimiter le village», des Oui. bails comme ça. Puis même, il y a des personnages qui sont un peu une mitoulerie. Il y a quand même il y a un personnage anglais qui est un peu entre les 2 camps. Il sait pas trop réellement se poser. Tu Beh, as le personnage, dans celui oui. qui est moustachu, qui est gentil, qui est tout mignon. Oui et il contraste avec justement le mec Ouais, le de militaire et le cetera, militaire qui est très qui caricatural, qui est joué par un des acteurs qui joue dans Les Anneaux de Pouvoir, par contre, l'autre truc qu'on n'a pas trop dit là, qu'on avait peut-être un peu plus dit la dernière fois, c'est qui que joue Elrond. le film se concentre pas mal sur un prêtre maronite, j'ai l'impression, je crois que c'est aussi des maronites Ah oui, oui, et oui. et du coup, ce qui peut nous paraître un peu bizarre parce qu'on est en France, un prêtre n'a pas le droit d'avoir d'enfants, ce qui est le Mmh. cas dans le film et c'est montré d'ailleurs dans le film parce que pour les Britanniques, ça paraît étonnant qu'un prêtre Mmh. puisse avoir des enfants et c'est un marqueur, de discrimination d'ailleurs dans le film qui est intéressant parce que déjà ça permet de montrer qu'en Palestine, ben, il y avait une grosse communauté mine de rien, chrétienne, Mmh. qui était présente. Et le fait que, ben, on ait quand même un écart, qu'on se dise bah, des Britanniques, ils seraient limite prêts à sacrifier, aussi des chrétiens qui sont censés partager la même chose qu'eux, alors qu'ils disent qu'ils veulent leur semblable, tu vois? Parce qu'il y a ce Ouais, côté-là qui est évoqué dans le film. C'est aussi un sujet qui plane sur le film, quoi, ouais, je vois. qui est même assez central même parce que, ben, il y a quand même une forte histoire qui se passe autour du prêtre et son fils, dans le film. Ce qui revient un peu à quelque chose de moins centré sur le village, qui arrive vers la dernière partie du film. Ouais, mais il y a Heu, quand même donc pas mal d'attaques sur le village au tout début. Il y a même la présentation, l'arrivée de la radio. D'ailleurs, je trouve que l'introduction est très, très longue. Parce que déjà, le film, bah, c'est un film très choral où tu as beaucoup, beaucoup de personnes. Tu un magnifique pistolet de Tchekhov. un pis ah oui, Et du coup, voilà, mais bah, tu beaucoup de trucs de Tchekhov d'ailleurs. ouais, non, non, c'est le film, tu vois vraiment toutes les coutures, dans le scénario et cetera. Mais les acteurs sont bons. J'ai beaucoup aimé, bah, la partie sur de la Résistance. J'ai juste pas compris la séquence finale. C'est un moment, genre, tu vois quelqu'un tirer sur quelqu'un, il va en prison et cetera. Puis vraiment séquence d'après, tu quelqu'un qui sort de prison, mais avant, c'était le frère de machin qui était tu l'impression qu'il y a une grosse Non coupure dans le mais montage, alors que c'est très mal monté. Et le dernier plan, je ne comprends pas de cette fille qui court, jusqu'au bout de je ne sais pas quoi. bah, ça fait écho à une scène plus tôt dans le film. Mais bon Ouais. bref, une scène plus tôt qui est assez tragique d'ailleurs, mais Ouais, mais on l'a complètement oublié, parce que déjà, il y a trop de personnages, il est beaucoup moins alors développé. il Les a personnes qui sortent de la prison. Il y a ce côté dense, et le pire, c'est que ces séquences-là qui arrivent, pour moi, c'est effectivement un peu des défauts, mais qui sont quasiment que sur la fin du film. Ouais, Le film, il respire beaucoup plus avant. mais le film aurait pu très bien se terminer quand, tu vois une dame qui vient rejoindre la foule, qui va révolter, en manifestation. Le film aurait Après, aurait très bien pu terminer sur ça et ça aurait été très bien. bah, Mais après, tu sais, c'est pareil, hein, des films qui, des fois, ils savent pas trop comment terminer, et ce film-là a choisi ben, d'ouvrir plein de mmh, choses différentes et de rajouter peut-être une scène de trop, tu vois. mais ce que j'ai adoré, il y a aussi pas mal de travail d'archives. Tu as pas mal d'images de l'époque, en tout cas tournées en pellicule ou dans un Oui, il montre des images et je trouve de ça assez l'époque. hyper intéressant, bah, même de revoir comment c'était à l'époque. Parler d'archives, ça me fait penser, je reviens juste sur l'image de Kremlin. Si. L'utilisation des images d'archives, c'est vrai que par contre, Il y en a aussi, oui. je l'avais trouvé assez problématique parce que, en fait, tu as des images qui sont vues comme archives, format carré avec un grain, mais tu vois clairement, c'est les acteurs du film. Oui, oui, tout à Et il fait. y a sauf une séquence où c'est l'intronisation de Poutine, où là, bah, tu vois que c'est pas Jude Law. Et c'est vrai que je trouvais ça assez ambigu de fausses images d'archives, Mais non, mais complètement là, recréées. ouais. Et voilà, et c'est vrai que ça rajoute, ça va dans ton sens sur le fait que pas super clair, comme ça on ne sait plus finalement Mmh, qu'est-ce qui mmh. est fiction, pas fiction, ce qui est déjà pas clair dans le roman, et en plus ce passage entre le roman et le film.
Donc là, est-ce que c'est des images, enfin, sans aller dire que c'est comme dans Forrest Gump où c'est clairement des images d'archives complètement, mélangées entre fiction et réel, mais là, c'est des vraies images d'archives ou si c'est des reconstitutions d'images d'archives? Ça a l'air d'être Ça a l'air d'être de vraies images d'archives. On voit pas les acteurs du film dedans, et cetera. Les séquences sont en noir et blanc, et cetera. Ça a même un côté de, en fait, qu'il y a eu de l'amélioration de l'image pour que ça soit, bien en termes de recadrage, dans la netteté, donc ce qui peut être un peu dérangeant, si tu te dis: Ça ressemble un peu à des vidéos faites par IA», mais alors que ça ne l'est pas. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour, Palestine C'est 36. pas, le film, je crois qu'il a plus de. En fait, si on regarde, il y a énormément de trucs qui montrent que, comme s'il avait eu 15 000 récompenses, je pense qu'il est beaucoup plus discret que ce qu'il Oui. a qu'il essaie de montrer. Mais là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'il est en salle, il passe Et il y a plus d'autres films. énormément, Il y a d'autres films autour de la Palestine qui sont peut-être un peu plus travaillés, mais ce qui est intéressant quand même dans ce film par rapport aux autres, c'est que il aborde quelque chose qui n'est pas d'actualité. Il aborde quelque chose qui est dans le dans le passé passé. et qui permet de comprendre un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Et Oui, c'est comparé toujours bien de faire ça. Après, ça manque peut-être. Effectivement, peut-être qu'il y a d'autres films qui seraient bien de voir un peu sur cette période-là. Le film, il va pas forcément rentrer assez. Il va montrer une facette, mais finalement, on voit que c'est assez riche et que ça serait bien d'avoir, d'explorer d'autres choses de cette période-là, à mon mais avis. moi, par exemple, je connaissais pas du tout cette période-là, en tout cas sur la Palestine et mis à part, là, on a quoi? On avait eu, Put Your Hand on non, Put Your Hand on Your Soul and Walk, Ouais, qui était un là, qui qui est un était film plutôt un vraiment sur ultra documentaire, récent, pour le coup. ou La Voix d'Ibn Rajab aussi, qui se passe aussi, heu, Voilà, qui sont actuellement. pareils sur du documentaire, Mais entre faut documentaire et et réalité, réalité, et ouais. pardon, entre documentaire et fiction, parce que la réalisatrice des Filles d'Olpha aime bien faire ça. Mmh. Mais du coup, je trouve ça en vrai chouette d'avoir au moins être éclairci, de me montrer un peu, comment ça se passait à l'époque, en plus, réalisé par une, réalisatrice, palestinienne et en vrai, ça fait quand même un gros film, pas populaire, mais tu vois, que comparé au Sel de la Terre, donc un de ses anciens films, ou Le Sel de la mer, je sais plus, Je sais pas, moi, ça me parle plus sur un film de Wim Wenders quand tu dis oui, ça, Le c'est Sel de la Terre, bizarre. c'est Wim Wenders, mais il y a eu elle a réalisé un film, je crois, début 2006, Anne-Marie Jacir. Mais du coup, je trouve ça beaucoup plus, d'ampleur, où il y a beaucoup plus de budget, beaucoup plus de moyens. En plus, le film a été, produit par la radio anglaise, alors que ça tacle bien sur, les colonies américaines, sur les colonies C'est bien le anglaises. sel de la mer, C'est pour bien le le coup. sel de la mer et le sel de la terre, c'est Wim Wenders. Ça me rappelle plus du Wim Wenders, en Ouais, tout cas. Brésil. Sur le photographe brésilien, OK, Salgado, OK. Sébastien Salgado. Du coup, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le Oui, ah tour oui. pour Palestine 36. Est-ce que tu voulais qu'on passe à Mafr au film d'après? Eh ben, on peut revenir sur un film dont on a aussi déjà parlé dans l'émission, puisqu'il s'agit de Ma Frère, De Lisa Klocka et de Roman Guéret, qui est sorti en tout début d'année, la première semaine de janvier, il me semble. et qui était un film qui était présent dans le cadre qui était dans la sélection du Festival de Cannes. C'est le son? OK. Sélection, pas compétition. Pour moi, c'était thème première, ouais. Bon, du coup, on suit, j'en sors là à l'instant, C'est Cannes je première, suis tout à encore. fait. Donc, ça a été c'était pas dans un certain regard, donc c'est vraiment aucune compétition. Hmm. Mais alors que le film aurait pu rentrer dans une compétition, dans la compétition. Ça aurait pu être dans un certain regard. Ouais. C'est vraiment le genre de film qu'on retrouve dans un certain regard. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'en sors là à l'instant, j'ai adoré. Non, mais c'est trop bien. On suit l'histoire d'abord une amitié entre Bon, ça va même deux personnes dans resuivre, la vingtaine, etc. Ouais. ça va suivre tout le film finalement. On, oui, bien sûr, mais on commence d'abord sur ces deux personnages qui Mm. sont un peu perdus, elles sont dans une vingtaine d'années, et il y en a une qui travaille dans un centre, Elle cherche à avoir du boulot, quoi. ouais, dans un centre d'aide pour les enfants, etc. Et on lui propose, hey, il y a une colo qui va se faire en Bretagne ou dans la Drôme, venez, vous serez chaud. Au début, elle croit que c'est près de la Ouais, mer. c'est ça, près de la mer. On dit, mais du coup, on va les suivre pendant la colonie de vacances. Et en vrai, pour moi, il y a toute une séquence. C'est une première réunion de soir sur la où tu le personnage d'Amel Ben qui joue du coup la directrice de la Mm. colonie. Hem
Bon, on va d'abord parler des problèmes des enfants et après on va parler des problèmes des adultes. Je trouve que cette séquence-là, elle résume bien tout le film. Parce qu'on voit énormément, toutes les petites relations, les petits machins qu'on a pu, je pense, tout vivre, étant jeune, si on a eu la chance de faire des colonies de vacances. Mais aussi, que chaque aussi responsable adulte, a aussi leurs propres problèmes. Je trouve que comparer à un petit truc en plus ou à d'autres films qui parlent de colonies de vacances, ça soit, Nos jours heureux de les Nono et Natacha et cetera, qui est quand même vraiment très différent. Je trouve que le film est quand même plus, basé sur les émotions, basé sur, les sentiments et il est très universel, genre il est très touchant, ça parle de plein de choses, d'actualité où tu En tout cas, il y a pas mal de sujets différents dans le film parce ouais, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement il y a cette trame qui est centrée surtout sur une des deux filles, une des deux amies, oui, qui est le personnage principal du film, oui, qui est très central. Et en fait, autour d'elle gravitent tout un tas de personnages qui ont chacun leur propre histoire. Et on voit que dans le film, ça a été travaillé. C'est-à-dire que chaque personnage a vraiment un background qui, je pense que j'imagine que la personne qui a réalisé le film a fait une fiche pour ouais, montrer un peu toute la trame scénaristique, l'histoire, le background qu'elle a, pour je sais même pas si ça n'a même pas été en fait en amont des relations du film parce que on voit le background, on voit aussi le background sur chacun des enfants, ouais, dont un enfant qui est orphelin globalement oui, et au début on sait qu'il parle pas beaucoup et on va avoir beaucoup plus de trucs. Il y a aussi les relations entre les enfants eux-mêmes, le fait que tout ce qu'on peut retrouver finalement entre les brimades des gens qui peuvent avoir des aspects assez malsains qui sont aussi montrés dans mmh, le film entre les enfants de ouf, complètement, oui. et qui pourtant, on arrive à voir comment on peut sortir de ça, tout en ayant un point de vue, parce que les adultes entre eux, sur une situation qui arrive dans le film, qui est pas forcément d'une gravité, non plus. Il y a des choses qui sont pas forcément graves et qui sont prises de manière plus grave et qui des fois, ont lieu à des disputes entre adultes. Là où il y a d'autres situations heu, qui sont un peu plus dans de la tension, palpable ou quand on est acteur extérieur. Moi, je pense à une fille qui parle pas dans le film Oui, et Rihanna. et on voit qu'il y a une douleur très forte Mmh, sur ce personnage et elle a une personne qui est un peu toxique avec elle, oui, qui est aussi une jeune fille, et on voit le tempérament mmh, qu'elles ont et du coup, il va y avoir un point de bascule sur ce mmh. sujet-là et c'est intéressant de voir, comment est amené ce point de Mais bascule mmh, et le fait que les adultes ne vont pas forcément plus que ça contribuer à ça, pour mais moi, je même trouve. genre tous les points de base, tous les changements qu'il y a, ça a dû être un sacré casse-tête à écrire ce film, je pense. Pour mélanger, toutes les relations, que chaque personnage ait à peu près leur place, même s'il y a des personnes, dont on voit beaucoup moins, qui sont plutôt des ressorts comiques dans le film. Mais je trouve que non, non, le film est vraiment excellent. Le film est très humain, mais il se base sur, vraiment, plein de relations humaines et cetera qu'on a peut-être Tu sais que partagées et c'est cetera et que j'ai adoré. que ce film, je l'ai vu, à la sortie française national, mais c'était le film que j'ai pas enfin, j'aurais pu le voir s'il y avait pas eu la coupure Ouais. d'électricité. Et Donc ben, ça, mon c'est pote, il rigolo. était, super, donc ça déconne, on est Do avec vous. donc du coup, finalement, depuis mai, ça fait quand même un petit moment Ouais, ça et fait, 10 moi, mois, je l'avais vraiment en tête 10 mois. ça fait partie des films que je veux rattraper, tout comme Mastermind qui va sortir bientôt. Ouais, de télé-réalisateur d'ailleurs, il y a Jolan qui le présente en avant-première demain mardi soir au Zola. OK. Voilà, on embrasse. Et est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Ma Frère? Allez le voir, il est encore en salle, il marche bien et il vous plaira. Voilà. C'est très bien. Et on va Maintenant, on va passer du coup à la catégorie des films de ah oui, non, non, du coup le film de Lisa Cloquet et Roman, Diré, leur film précédent c'était Les Pires. Il avait reçu je crois le prix du jury à Cannes en 2022 ou 2021. je sais pas. Mais en tout cas, il avait quand même reçu un prix. Je l'ai raté le film à sa sortie, mais je m'en suis un peu mangé les doigts et en vrai, je pense que je vais essayer de le rattraper, rapidement, parce qu'en vrai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Ma Frère et entre Hamnet et Ma Frère, on a quand même bien mangé, pour ce mois de janvier, Eh bien, Les nourritures spirituelles. oula. Et si on passait Au au patrimoine. patrimoine, est-ce que tu as vu le film suivant Alors, qui moi, est je l'ai Nos plus vu il belles y a années? très longtemps.
film de Sidney Pollack, Ouais, je l'ai en vu. couleur. Non, ouais, au Festival Lumière avant le Covid, il y avait eu une année où il y avait une rétrospective Sidney Pollack. Donc, je l'ai vu à ce moment-là. Je me rappelle qu'il y a Redford, Barbra Streisand. Alors, Monsieur Revirant qui a présenté la séance. Streisand, ouais. Alors, Denis Revirant qui a présenté la séance, et ben du coup nous disait que c'est un peu un film qui s'intercale entre l'ancienne Hollywood et le nouvel Hollywood quelque part dans sa mise en scène. Oui, bah après, c'est vrai que c'est une sorte de, tu vois, deux personnages qui s'aiment, qui se détestent, qui se perdent, qui se retrouvent Oui, sur une période assez longue. mais qui ont des opinions politiques divergentes. Voilà, et qui notamment, sont il pas faut- particulièrement non plus très sympathiques. Elle a l'air assez insupportable. Et Alors, le personnage de Redford a l'air d'être un mufle aussi. alors pour info, oui, ben chaque personnage a ses Voilà. problèmes, Ouais, mais mais, c'est un peu. mais en De gros, mémoire, moi je trouvais que c'était un peu chargé. En gros, Euh, le personnage de Barbara Streisand représente une sorte de groupe politique plutôt militant communiste oui, euh, à une époque contre qui la guerre du traverse avant la guerre jusqu'à avant la guerre après du la guerre. Vietnam, oui, d'accord. Donc Ça, oui, mondial, hein. Non, le macartisme, c'est bien après. C'est après, mais ça passe, ça va parler de cette période-là. Alors, voilà. Là, dans le film. Donc, on va voir un peu, on va évoquer ce passage-là. Moi, je trouve que dans le film, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de passages très politiques sur cet aspect-là, sur la période, etc. Il faut savoir aussi que le film est un film américain, donc ils sont pas très très pro-communistes, même en 73. Hein. Donc du coup, le fait que le film existe est déjà un sujet en soi. Parce que on parle quand même de quelqu'un qui a un point de vue communiste, donc qui est un des personnages principaux du film, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, en fait, ce que je trouve que effectivement le film, peut-être que c'est aussi parce qu'il n'a pas été censuré que justement il rentre pas dans une analyse vraiment fine, tu vois, politiquement. Ouais, c'est pas ça. C'est une toile de fond, en fait. C'est une toile de fond, voilà. C'est plutôt la relation de ces deux personnages sur une longue période. On nous fait comprendre que chaque personnage peut être impacté par l'ambiance politique du moment, mais on va pas rentrer plus que ça. Les moments où on rentre un peu là-dedans, c'est au tout début du film, dans le fait que il y a une grosse prise de parole en voyant le conflit arriver. Donc du coup, il y a vraiment une prise de parole qui est faite en mode très anti-guerre sur ce passage-là, qui peut évoquer d'ailleurs des passages qu'on vit actuellement au passage. Et du coup, le personnage donc de Barbara Streisand va faire un grand discours dans lequel elle va défendre une vision pour la paix, le fait d'être ensemble, etc. Malgré nos différences, elle dit: je sais qu'il y a des gens en face de moi qui sont d'opinions politiques différentes, des gens qui sont des fachos en gros, et des gens qui sont des communistes, quoi. C'est une vision un peu caricaturale, C'est mais binaire. voilà, un peu binaire. Et donc il y a ça. Et pendant qu'elle fait son discours, il se trouve qu'il y a des gens qui mettent des pancartes derrière à un moment donné pour dire qu'elle est boring, en gros, que on est pour la paix, mais qu'en gros elle est chiante. En gros, c'est ça. Et du coup, il y a un petit aspect comédie aussi dans le film avec ça. Et justement, en fait, c'est une relation qu'il y a avec le personnage de Robert Redford qui, lui, va plutôt être militaire finalement. Oui, dans le film. il fait pas que s'engager. Voilà, il va être dans les Il n'est marines, pas que je crois, appelé d'ailleurs, ou au passage. engagé. Moi, il semble qu'on voit pas mal de scènes où on le voit en uniforme. Ouais, c'est ça, il est en uniforme très régulièrement. Et ils vont se retrouver à plusieurs moments dans le temps, mais ils sont jamais ensemble, en fait. Ils sont pas officiellement ensemble. Il y a des moments où ils se retrouvent ensemble, mais sans vraiment officialiser. Et ils vont quand même avoir un enfant ensemble, hein, c'est ce qui se passe dans le film. Mais ils vont quand même se reperdre de vue. Tu vois. Il y a toujours ce moment. Mais très ambigu comme Si, relation. si, c'est possible qu'ils se marient quand même. Non, c'est pas réellement ambigu comme relation s'ils se marient. Non, mais si, c'est ambigu dans le sens où on voit on voit mais plus dans un aspect formel que dans un aspect de fond, leurs opinions politiques les séparent. Mais en même temps, ils s'aiment, tu vois.
C'est ça un peu qui essaye d'être dit dans le film. Moi, je trouve que justement, là où le film, tel que qu'il m'avait été annoncé le film, je m'attendais à un truc un peu plus historique, politique, de la situation, et ça m'aurait vraiment intéressé d'explorer ça. Et ben, en fait, je trouve que c'est pas pour ça qu'il faut aller voir le film, parce que c'est très peu exploré finalement. Je m'attendais à voir plus d'impact du macartisme, Ouais. notamment, surtout vu qu'elle, elle est clairement militante dedans. Je me suis dit, elle va avoir une grosse censure personnelle. Et finalement, on voit une scène où elle fait presque plus que crier contre le pouvoir en place Mm. que vraiment avoir une grosse répression comme on pourrait voir dans le cadre de manifestations actuelles ou des choses comme ça, tu vois. On n'est pas... Je trouve qu'il y a un décalage entre ça. Le Macarthur a quand même fait beaucoup de dégâts. Moi, Ah je bah repense tout à à fait. Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer, dans le film éponyme de Nolan, etc. Je connaissais pas du tout même cette période-là historique des États-Unis, parce que c'était même très peu instruit à l'école ou documenté. Donc, Ah bah quand tu tout à fait. t'intéresses pas à certaines périodes de l'histoire, etc., bah, tu passes à côté de beaucoup de choses importantes. Mais du coup, voilà, Bah, ça a eu même des influences sur l'Europe parce que complètement, ouais. nous, Européens, on n'avait pas, il y avait encore des mouvements assez forts communistes en France Mais bien sûr, on était après-guerre. en pleine guerre Et, froide en euh, plus. et aujourd'hui, on a vraiment eu un décalage qui fait que par exemple, le Parti communiste d'après-guerre n'est plus du tout la même chose que ce qu'il est aujourd'hui. Enfin bref, Oui, après, mais surtout c'est, aujourd'hui, c'est, mais voilà, c'est devenu bien autre chose. c'est dans de l'analyse politique, mais bon, peu importe. On n'est pas sur une chaîne sur ça, Mm. mais pour le coup, effectivement, il y a une influence notable des États-Unis sur la France. Oui. Il y avait une défiance, d'ailleurs, au passage, nous, du général de Gaulle, par les Américains, sur les alliances internationales, notamment avec l'OTAN, etc., qui ont existé. Donc, il faut quand même comprendre ça, qui fait qu'effectivement, on avait une situation qui a vraiment évolué vers une américanisation progressive de la France, ouais, tout à fait, en après-guerre. À tel point qu'au début, comme on avait tendance plutôt à se dire que c'était les Russes qui avaient permis la fin du conflit armé, enfin du conflit, de la guerre mondiale, quoi. Et maintenant, on va plutôt dire que c'est les Américains parce que le débarquement, tu vois, c'est une inversion assez rigolote. Mais c'est marrant, enfin bref, à méditer. Mais c'est pas le sujet du film, donc du coup, on a un peu trop dévié. Est-ce qu'on passerait pas Au dernier film, ouais. au film suivant? En avoir ou pas de Laetitia Masson. C'est toi, Sylvain, Ouais, qui l'as c'est vu? moi Non. qui ai vu encore une fois, En avoir ou pas. Donc, si jamais vous connaissez pas Laetitia Masson, elle a fait des émissions Blow Up, notamment sur Arte, donc peut-être que vous avez vu. Alors, c'est pas les meilleurs, je trouve, franchement. Si tu connais pas vraiment le sujet, c'est pas des émissions pour découvrir un thème. C'est vraiment un thème que tu connais Mm. et c'est du patchwork, ça part un peu dans tous les sens et puis c'est mélange de. Oula, je confonds avec d'autres de blow-up. Je- Non, mais où tu as des extraits avec une musique qui n'a rien à voir. Je sais pas. Puis et puis elle est très fan de, comment elle s'appelle, cette romancière qui fait de l'autofiction, Christine Angot. Voilà, ouais, j'ai du mal, moi. Moi, j'aime bien en tout cas ce que fait Eric Lagier dans toutes les émissions plutôt normales sur Blow Up. Mais après, des montages, quand il y a eu, je sais pas, il y a eu un montage sur Mad Max, etc., le sortie de Mad Max, même quand elle parle, même des films t'en avais parlé, t'en avais fait un truc sur le personnage de Adam Driver dans les films. Je trouve que c'est très romancé, c'est très écrit. Mais en vrai, moi, j'aime bien, je trouve ça très. Peut-être que je confonds parce qu'ils sont assez nombreux quand même dans Oui, de l'équipe de ouf. Blow Up. Donc, mais bon, je Masson, dirais. Laetitia Masson, ouais, moi non Mm. plus, mais en En tout tout cas, cas, c'est une de celles qui est le plus j'aime dans mes beaucoup Blow brefs. Up et ma cinéphilie s'est beaucoup construite grâce à eux. Et ben on va revenir du coup au film, donc qui est son Oui, premier voilà. film, qui est le Oui, premier film donc de Laetitia avec Masson, Sandrine Kiber. avec Sandrine Qui Kiberlin, a qui a fait. été un peu révélée en partie Oui, par oui. ce film. Bah, elle avait eu des petits rôles en particulier Et, et dans. dedans, on a Roche Dizem aussi, Ah oui. qu'on Ah parle ouais. pas forcément beaucoup, mais qui était à une période où il était un peu plus foufou qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était plus dans un rôle, on va dire, proche du comique, du blagueur, etc. Et il s'est beaucoup éloigné de ça Ah, il avait aujourd'hui. déjà tourné. Est-ce qu'il avait déjà tourné avec. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus, cinéaste français.
Peut-être qu'il avait déjà eu des films avant, hein, c'est pas impossible, mais en tout cas, il est jeune dans le film. Et il y avait aussi Arnaud Giovanninetti, qui est un personnage important dans le film, mais qui, je sais pas s'il a vraiment plus percé que ça par la suite, vu que le dernier film dans lequel il était, c'est un film de 2004. Donc, pas sûr, quoi. Et qui a fait, et alors, et Ah en si, il avant, est décédé en 2018, donc bon, bref. Après, il y a quand même un écart entre 2004 oui, entre 2004 et 2018. 95. Donc, le film, il raconte, il est en deux parties. La première partie démarre sur une forme un peu qu'on peut voir dans un type documentaire, groupe de parole, tu vois, où en fait, on voit des personnes qui se font, pas interviewer, le terme français, mais qui parlent, qui sont à un entretien d'embauche. Ah, Et du coup, la caméra est du point de vue de la personne qui évalue. Et donc, on voit le candidat et la candidate. Donc, on va voir pas mal de femmes, je ne sais même pas s'il n'y a pas que des femmes d'ailleurs, c'est pas que des candidates, qui se succèdent pour un entretien d'embauche. Et apparemment, c'est tiré vraiment de vrais moments, quoi, de vrais, de personnes qui sont vraiment en entretien d'embauche, etc., dans d'accord, la vraie vie, quoi, à c'est l'époque. c'est pas des acteurs qui jouent des personnes qui Je, sont recrutées. je crois que c'est des vrais, Ouais. que c'est des personnes qui sont dans la vraie situation d'être en recherche de travail à l'époque, de ce qu'elle nous D'accord. disait, Laetitia. Et donc, parce qu'elle était présente aussi pour la Parce que séance. tu appelles par son petit prénom. Voilà, c'est ça, Madame Masson. Donc, on a ce passage-là, et on termine avec un des entretiens, justement, où on voit le personnage de Sandrine Kiberlin. Alors, je sais pas si on voit tout de suite l'entretien ou s'il y a un petit passage avant, mais bon, bref, on va voir aussi cet entretien. Et entretien où on va lui dire la petite phrase du type « On vous rappellera qu'on connaît bien ». Et en fait, l'idée du film, c'est de montrer que, le personnage de Sandrine Kiberlin est dans une phase, dans une période, donc dans les années 90, où les gens dans la population française ont peur de ne pas avoir de boulot globalement. Et c'est ça la grosse crainte du moment, ce qui est moins le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les craintes sont plus graves encore, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément peur d'avoir du boulot, parce qu'il y a des gens qui ont un boulot, mais qui n'y arrivent pas non plus. Donc on est encore dans un truc après. Mais là, vraiment, dans une période où les gens qui ont un boulot, globalement, ils s'en sortent, dans les années 90. Et leur idée, c'est d'avoir un boulot, mais c'est dur d'avoir un boulot. Voilà en gros l'idée. Et du coup, suite à ça, bon, la première partie va se conclure dans le fait qu'elle va avoir assez d'argent pour se déplacer. Et elle va en profiter pour s'évader parce qu'en fait, oui, il y a un petit truc que je vous ai pas dit, c'est que elle a eu aussi un licenciement économique dans sa société, donc elle s'est fait licencier et du coup, c'est compliqué de retrouver du travail. Mais à un moment donné, elle va se retrouver avec une somme d'argent qui va lui permettre de bouger. Elle va bouger à Lyon, donc c'est aussi pour ça peut-être que le film a été sélectionné par l'Institut Lumière avec, pour parler de sa filmographie, sachant qu'apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que la filmographie est présente à la Cinémathèque française. Je voudrais vérifier ce que je dis, mais apparemment c'est le cas en ce moment. Donc si jamais vous voulez voir ces films. Donc l'idée, c'est qu'après, on part dans cet endroit où elle va aller dans un hôtel dans Lyon. Et globalement, dans cet hôtel, elle va rencontrer justement les deux autres personnages. Donc j'ai perdu le nom, bien sûr, de l'acteur que je vous ai dit tout à l'heure, et Roger Zam. Alors Roger Zam, c'est le troisième acteur, limite. Et voilà. Et il va y avoir une connexion qui va rentrer un peu dans un aspect un peu plus romantique, mais dramatique en même temps entre les deux personnages. Le film, ma foi, est assez bien foutu en termes de réalisation. La caméra, la photo est très très. Après, elle est ancrée dans les années 90, donc on voit vraiment ce type d'image qu'on voyait beaucoup ces années-là, avec une image un peu, je sais pas comment dire, beaucoup moins lissée, peut-être un peu brute parfois, mais propre quoi. Je sais pas comment dire, avec toujours le grain 35, enfin peu importe. Et c'est ce côté un peu où la caméra, elle va suivre le personnage un peu comme on peut retrouver dans des films de la nouvelle vague finalement. Le fait que qu'il y a des passages à l'extérieur, etc. Après, en même temps, on hérite beaucoup de ça aujourd'hui aussi, donc c'est un peu dur de dire que c'est que sur cette période-là. Euh,
Et du coup, le film va remontrer les relations, le fait qu'elle va aussi se lâcher un peu par moment, mais que la réalité, c'est que elle a pas spécialement d'argent, mais elle s'évade. En fait, c'est vraiment le fait qu'on montre qu'elle s'évade à ce moment-là. Et elle s'évade dans la ville, justement. Elle voulait pas aller dans une trop grande ville, elle le dit dans le film qu'elle voulait pas aller à Paris parce que Paris, c'est pour elle, ça serait trop étouffant, c'est trop une grande ville. Et elle a préféré choisir Lyon parce que justement, c'est une ville un peu plus petite que Paris. Et qui reste quand même une grande ville. Je la comprends parfaitement. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le film, en vrai, il fonctionne encore, hein, Ok. alors moi je l'avais pas Alors que le vu à film, l'époque. Il est très drôle. il a 30 ans, ouais, Ouais, ok. le film est étonnamment très drôle. Ok. Moi, j'ai vraiment beaucoup ri devant le film. Alors après, peut-être que c'est le genre d'humour, je sais pas si ça marche chez tout le monde, mais les situations marchent vraiment bien en termes d'humour. Ok. C'est plus de l'humour de situation. C'est pas, c'est genre il se passe des trucs et ça fait rire. C'est pas de l'humour du type quelqu'un qui raconte une blague. On Oui. n'est pas dans ça. Ça me surprend parce que toi, ta réalisatrice qui est quand même très fan des romans de Christine Angot, qui est franchement, c'est tout sauf drôle, une personne qui n'a aucun humour. Et franchement, toi, moi, j'associais vraiment pas le cinéma de Laetitia Masson à de la comédie. Donc, toi, j'ai toujours hésité à approcher son œuvre, mais là, bon, ça me donne envie de voir. Et ben justement, c'est ça qui est fort, c'est que c'est pas de la, j'ai pas eu l'impression de voir une comédie. Ouais. Mais j'ai trouvé ça très drôle parce que les situations l'étaient et je trouvais que c'était écrit pour être drôle, mais sans pour autant d'être dans un registre de la comédie. Je sais pas comment dire ça, mais je trouve que ça reste un drame, ça reste quelque chose autour de ça, mais qui est une forme de légèreté qui fait que c'est drôle. Voilà, est-ce que ça vient aussi peut-être de Sandrine Kiberlin, qui est quand même Oui, plus dans le registre comique, même si on- elle a fait des choses plus dramatiques, mais bah, c'est quand même pas on reconnaît tout à ouais. fait la Sandrine Kiberlin qui a, qui a dans le film, en fait, elle est assez proche finalement du personnage, des personnages qu'elle joue dans la plupart des films jusqu'à maintenant. Et on voit pas forcément un gros écart, alors que Roche Dizem, il fait des rôles beaucoup plus sérieux maintenant. Oui. Et dans ce film, il a un rôle très léger qui fait qu'il est aussi. Et puis en fait, c'est juste surtout c'est des passages de vie du type, il y a quelqu'un qui est intéressé par le foot, notamment Roche Dizem, et les autres non. Et du coup, quand ils se parlent, il y a le truc drôle, c'est que l'un, il se dit, mais en fait, moi, j'en ai rien à foutre du foot, et l'autre, il dit, c'est trop bien le foot, et voilà. Et donc, c'est plus de la situation de ce genre-là. D'accord. Voilà. J'ai donné un exemple qu'on pourrait. Donc voilà, moi, ça me donne envie quand même de voir 2, 3 autres films de Laetitia Masson, qui, j'ai regardé Samy Filmo, elle a été surtout nominée, mais elle n'a jamais eu de récompense nulle part. Non. Donc ce qui est pas forcément super bon signe en général dans le cinéma, mais bon, moi j'ai trouvé que le film était très bien. Après, je sais qu'elle va sortir un film bientôt, elle nous disait, qui fait écho aussi, qui est dans un sujet proche de son tout premier film justement. Parce que Laetitia Masson était présente à l'Institut Ouais, Lumière. elle était présente. Incroyable. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai appris que Raoul Peck allait présenter en avant-première du coup son nouveau documentaire 2 plus 2 égale 5, ouais, Orwell que j'ai vu. 2005 que tu as vu à Cannes, j'imagine. Oui. Mais du coup, il fait une avant-première en présence à l'Institut Lumière le 10 février, mais je pense que je vais surtout y aller. Et moi j'en profite pour passer justement au fait de parler des sujets. D'ailleurs, il va y avoir une rétrospective de Raoul Peck à cette époque-là. Et la prochaine, c'est sur Bruce Willis Et Romy Schneider. Romy Schneider. Et après, il y aura aussi une rétrospective Kieslowski. Et ça va être cool parce que au moins, tu vois, à l'Institut Lumière, vu qu'on parle pas souvent de Romy Schneider, on monte jamais, on ne fait jamais entendre un petit passage d'un des films de Claude Sautet qui s'appelle Les choses de la vie. Et c'est cool parce qu'il repasse le film Les choses de la vie. Donc pour tous ceux qui sont déjà allés dans leur vie au moins une fois à l'Institut Lumière dans les dernières années, alors je sais pas depuis quand ils mettent le jingle, mais en tout cas, c'est tout le temps qu'on Au moins l'entend. depuis le Covid. Au moins depuis le Covid. sans compter les festivals, lorsqu'ils rechangent du coup les jingles, etc. Ah oui, mais moi, celui-là, ça peut s'écouter parce que, Oui, ça fait écouter. parce que l'année où il y a Isabelle Huppert, on a comme une droit à une chanson très pénible. Ouais, c'est vrai. Non, mais même, moi, j'ai bien aimé celle de Batman, quand il y a eu celui sur Wim Wenders. Mais même celui de cette année avec le Bruce Springsteen
Il est un peu relou. En tout cas, on va pouvoir profiter de la version complète de la musique des choses de la vie dans sa version instrumentale, parce que sachez-le, il y a bien une version chantée par Romy Schneider qu'on peut retrouver assez facilement si vous cherchez 2 secondes, de la musique de Claude Sautet. Donc les choses de la vie, vous tapez, vous chercherez, vous trouverez normalement assez facilement sur les réseaux. Ouais, mais en tout cas, c'est cool. Mais j'ai juste très peur qu'un jour, l'Institut Lumière fasse une rétrospective sur Delon et Brigitte Bardot en même temps. Là, Eh ça va ben, être. ça tombe bien parce qu'il y a un film avec Delon et Romy Schneider qui sera présenté, Yes, je crois. super. Et c'est La Ah, Piscine, La tout à Piscine, fait. oui, La Piscine est quand même un film marquant. Pas beaucoup de Voilà. léopards, mais voilà. Yes, fun. Wouhou. Donc, pour Romy Schneider, Bruce Willis, globalement, ils vont passer pas mal de classiques, j'ai vu, Ils vont faire une mais nuit, notamment du Black and Edwards aussi, j'ai ils vu. vont faire une nuit spéciale Die Hard. Ouais, non, mais ils vont passer Armageddon et le cinquième élément. Ça, c'est. Ah pff. Ah, Malaisant, pourquoi pas, j'ai pas vu, mais Centième élément, non. C'est du Michael Bay. Mais c'est trop cool, Michael Bay. Ça dépend lesquels, les derniers sont bien. Ouais. Ouais, mais du Luc Besson, le cinquième élément, pitié. Non, Quelle purge. non, Attends, avec une Michael Bay, Jojovic. c'est l'auteur qui a fait, The Island, un truc comme ça? Non, Michael Bay, celui qui a fait Oui, 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 je sais. Transformers. Mais j'allais dire Bad Boys. Bad Boys. Tu connais un goût? Mais en tout cas, je sais, juste une petite anecdote sur The Island, c'est qu'il y a des passages dans The Island qui sont les mêmes que dans Transformers, pour info. Donc Voilà. il y a carrément des passages sur la route qui sont les mêmes. C'est Ils ont marrant. repris vraiment les mêmes. Il a vraiment Alors, repris les mêmes je plans. crois qu'il a pas. Dans un côté, t'as les Transformers dessus, Oui. mais dans l'autre, il y a pas les Transformers dessus. Ça, c'est marrant. Et puis il y a les pubs avec Scarlett Johansson dans Oui. The Island. C'est pour les propres Beaucoup pubs de dans lesquelles elle jouait. Il y a beaucoup de lens flare aussi chez Michael Bay. Plus que chez. J.J. Abrams. Abrams. Ah, ça doit jouer entre les deux. En tout cas, Ah. l'image est quand même bien dégueulasse. Ah, mais chez Abrams, Et- avant qu'il se calme, tu pouvais compter les plans où il n'y en avait pas. Non, c'était en vrai. Et donc, tu Dans disais Michael Bay, Raoul Peck l'image quand aussi. même très, très saturée, très. On sent la transpiration sans les couleurs, mais dans ce dernier film Donc- Ambulance ou même le film Netflix Underground, c'était pas mal. D'ailleurs, j'ai regardé rapidement en fait ce qui allait passer de Raoul Peck. Il va y avoir donc lui, c'est un réalisateur haïtien pour le coup, et en fait, ils vont aussi passer en lien avec 2 plus 2 égale 5. Donc en Orwell. vrai, 2 plus 2 égale 5, ils vont aussi passer 1984. Ah, nice. Qui n'est pas du coup de Raoul Peck. Qui n'est pas qui reste même une adaptation du livre d'Orwell. Oui, c'est Ok. pour ça qu'il qu'il passe. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup d'adaptations de 1984. Il y en a eu en 80, début années 80, Oui. qui n'est pas un film exceptionnel. Mais après, le film a tellement. Le livre a tellement inspiré des Oui. auteurs, etc., ou des cinéastes 1984. Mais alors, je reviens au Mage de Krellman. Dans le roman, ils disent qu'en fait, Orwell a tout piqué à un auteur russe des années 20, qui est évoqué très très peu franchement, dans le film. Si tu n'as pas lu le roman, on ne comprend pas pourquoi il évoque ça. Ça va aussi dans ton sens. Mais il faut que je retrouve le nom de cet auteur et savoir si son roman, qui s'appelle Nous, qui est en exergue justement du roman Le Mage de Kremlin, qui a l'air encore plus visionnaire que 1984. Qui était déjà quand même pas mal en termes de dystopie. Ah oui, non, mais là, en termes visionnaires de notre époque, Ouais. sur les big tech, tu vois, sur les Ouais. personnages comme Elon Musk, c'est. Alors peut-être qu'il le survend complètement, je sais pas, mais voilà. Et peut-être que ça aurait fait un Mais meilleur comment ils roman film. auraient pu avoir ce genre de. En vrai, c'est fou comment, dans ces œuvres de science-fiction, mais du coup, qui datent du siècle dernier, comment ils arrivent à avoir pu vraiment imaginer, etc. C'est pour ça que la science-fiction est vraiment un thème, un genre de film ou un genre de littérature, etc., qui est hyper intéressant, même en BD. Alors, ça se base vraiment sur des faits humains, mais voir dans les évolutions, que ce soit technologique ou n'importe quoi, ou même de sociétal, où est-ce que ça va aller, et surtout dans les films de science-fiction, donc pas comme le cinquième élément, mais qui parlent du coup de sujets importants, qui ont vraiment une idée derrière, et pas oh, le cinquième élément, c'est l'amour.
Moi, C'est j'aime bien l'amour. les premiers mots du cinquième élément me font autant d'effet que l'exorciste. Bref, vous irez chercher lesquels sont dits, mais en tout cas, dans le cinquième élément, ça parle de lumière, et je vous laisserai trouver. Et dans l'exorciste, comment on dit? C'est Dieu est grand dit en arabe, voilà. Ok. Donc, Ah oui, oui, oh oui. voilà. Donc voilà le lien que j'ai trouvé entre les deux films. Bref, peu importe. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce qui va se passer? Parce que je sais qu'il y a le Hanabi aussi. Oui, le festival Anabit, il va arriver bientôt. Donc, un festival autour du cinéma japonais, qui se passe, je crois, au Comédia, comme chaque année. Je sais pas s'il n'y a pas plusieurs Il va y cinémas, avoir mais oui, aussi c'est également possible les que ça soit. Mycéliades, dans 2 semaines, Mm. qui est un festival de science-fiction. Il y a 3 séances très intéressantes au Et Comédia. T'as un ciné-quiz autour du transpersonnage. T'as une séance de Tree of Life que j'ai très envie de voir. Il y en a une troisième dont je sais que je vais rater, oui, j'ai oublié le nom de c'est 3 séance. films que j'ai déjà vus, mais je sais plus le troisième déjà, mais tout à fait. Ouais. Mais ouais, Tree of Life, j'ai très envie de le voir, j'ai jamais vu et Et j'attends de le voir. ben, C'est je ça, vois. de Terrence Malick, ouais. Il y a Ben, des si, il dinosaures. y a des dinosaures. Alors, il y a Sylvain qui nous dit qu'il n'y a pas de la SF dans. Bah, si, c'est. Est-ce que c'est de la. En fait, ça dépend ce qu'on appelle SF. C'est plus du fantastique, limite. Ouais, mais en vrai, c'est plus le cinéma fantastique. Non, Ouais. non, ça reste SF. Mais non, c'est pas. Comment on peut dire? Parce que c'est du passé, quoi. Est-ce que c'est. Jurassic Park, c'est un film de SF ou de fantastique? Pour moi, c'est un film de SF. Oui, parce que on recrée des dinosaures dans le futur. Là, dans Tree of Life, on recrée pas des dinosaures dans le futur, on montre le passé. Et c'est un peu comme dans, comment il s'appelle, le film de Zemeckis, Hier. qui évoquait Ouais. un peu plusieurs temps. C'était très bien hier, ouais. Bref, peu importe. Donc voilà. Et puis dans Anabi, juste pour dire, moi, il y avait. T'es sûr que c'est pas plutôt Voyage of Time que True of Life? True of Life. C'est bien Tree of Life, oui, le film. Qui est un documentaire de Terrence Malick qui a toutes les images justement qui sont pas de la fiction dans True of Life, qu'il a voulu en faire un documentaire qui est quand même assez pseudo-scientifique parce que la lecture de la théorie de l'évolution, Oui, oui, tout à Sertan fait. Malick, t'as True of Life pour dire l'arbre du vivant, mais aussi c'est, je sais pas, autant quand il est sorti, je trouve que le film était dans le questionnement, mais la tournure que prit Malick avec son film là qu'il a fait qui se passe en Autriche, euh, voilà, qui est, moi, que j'ai trouvé une purge pas possible. Ah, moi, je me suis fait chier, franchement. Je me suis fait chier comme c'est pas permis. J'ai trouvé que c'était du militantisme catho, c'était J'ai insupportable. oublié son. Oui, Ouais, j'assume mes bien sûr. propos. Non, non, mais J'ai beaucoup aimé le Siman Malik, mais son dernier film, je En vrai, n'ai je pas te passé. comprends. En vrai, je l'ai vu, c'était en 2019, j'avais 13. Non, Moi, j'avais 16. J'allais avoir 16 ans, caché. j'étais pas encore construit comme je le suis actuellement, mais moi j'ai quand même beaucoup aimé, surtout. Mais c'est vrai, c'était un peu long, mais la musique était trop bien. T'as des plans qui sont vraiment très envolés, toutes les séquences où ça coupe du foin dans le cinéma de Pologne, etc. Oh, oui, j'ai adoré. oui, mais l'obstination du personnage principal. Oui, Non, non, on veut te sauver, tu peux sauver ta famille. Non, non, je veux pas. Tu risques d'être tué. Non, je m'en fous. Bah, non, je veux pas travailler pour les nazis. Tu peux être infirmier. Non, 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 je veux pas. Ah, et puis tout est en anglais. oui, c'est Alors que vrai. c'est que des comédiens C'est de tout langue en polonais, allemande, ouais. suisse, autrichien ou allemand, et tout est en anglais. C'est insupportable. Franchement, Vous êtes parti un peu loin sur Malik, alors qu'en réalité, son meilleur film, c'est Les Moissons du Ciel. Mais bon, bref, peu importe. Je voulais pas dire ça d'ailleurs. Moi, je voulais juste dire un truc sur Anabi. Oui. Il y a un des films de la sélection qui s'appelle Love on Trial que j'avais vu qui parlait des relations compliquées avec comment ça s'appelle une chanteuse de J-pop Ok. qui est dans un groupe de J-pop justement. Et il n'y a pas que elle, il y a 4 filles dans le groupe de J-pop. Et ça parle de la relation qu'elles ont, et notamment une fille, avec les garçons. Et le fait que, ben, pour info, les personnes les managers, je sais pas comment on peut dire, ceux qui gèrent le groupe de J-pop, quoi, et ben, ils imposent des contrats dans lesquels les filles ne peuvent pas avoir de relations sexuelles ou peu importe, ou même amoureuses avec un homme. Et c'est un sujet qui est Ah, c'est exploré dans le important. film. Ben, ça reste quand même très d'actualité, c'est ce qui se passe dans la réalité même, donc oui. Et ça peut Ça se passe dans rappeler, les groupes de K-pop.
Et sans en avoir la prétention, il y a plein de films sur le sujet parce que, par exemple, Perfect Blue traite aussi du même sujet, Oui, c'est vrai. pour donner un Perfect exemple. Blue ou Black Swan? Pardon. On ne sait plus, on les confond, ils se ressemblent tellement tous les deux. Bon, sur ces bonnes On refait la même blague du pierre-feuille, papier-ciseaux de la semaine dernière ou pas? je sais pas. Je ne sais pas, c'est toi qui vois. Faut que tu le dises dans le micro. Ok, coupé.